Une fillette de 7 ans a secrètement recueilli pendant des mois des preuves contre son beau-père, dissimulé dans son ours en peluche. Lorsqu'elle l'a finalement remis à son enseignante en murmurant « S'il vous plaît, aidez ma maman », l'enregistrement qu'il contenait a incité l'école à appeler immédiatement les secours. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les feuilles d'érable avaient entamé leur chute annuelle à Oak Ridge, Connecticut, peignant les rues proprettes de la banlieue d'une toile d'ambre et de cramoisi. Pour l'observateur occasionnel, Maple Lane offrait une image de tranquillité idyllique de petite ville, des maisons victoriennes restaurées avec des vérandas faisant le tour, des jardins méticuleusement entretenus se préparant maintenant pour l'hiver, et des enfants rentrant de l'école en courant, leur rire résonnant entre les arbres. Parmi ces enfants marchait Mia Parker, âgée de 7 ans. Mais elle ne courait ni ne riait comme les autres. Elle avançait d'un pas mesuré, son sac à dos bleu marine pesant lourdement sur ses petites épaules, ses bras enroulés protecteurs autour d'un ours en peluche usé au pelage couleur cannelle et dont l'un des yeux en bouton était légèrement décousu. Mr. Whisker, comme elle l'appelait, avait été son compagnon de toujours, aussi loin qu'elle pouvait s'en souvenir. Mais ces derniers mois, il était devenu quelque chose de plus, une nécessité, un bouclier, un confident. Presque arrivé, Mr. Whisker, murmura Mia, son souffle visible dans l'air d'octobre. Ces mots n'étaient pas joueurs comme ils auraient pu l'être un an auparavant, ils portaient le poids de l'appréhension. La maison ou la demeure victorienne blanche aux volets noirs et à la porte d'entrée rouge au bout de Maple Lane n'était plus le sanctuaire qu'elle avait été. En approchant, Mia ralentit instinctivement le pas, ses yeux noisettes scrutant l'allée. Un soulagement l'envahit lorsqu'elle remarqua l'absence de l'élégante Audi noire qui appartenait à son beau-père, James. Le nœud serré dans son estomac se desserra légèrement. Ce serait juste elle et maman, au moins pour un petit moment. Elle monta les marches du perron, chacune craquant familièrement sous ses pieds, et utilisa sa clé pour déverrouiller la porte d'entrée. Encore une nouveauté. Avant James, la porte était rarement verrouillée pendant la journée. Maintenant, les serrures, les systèmes de sécurité et la surveillance attentive des allées et venues étaient la norme. « Maman », appela Mia, sa voix résonnant dans l'entrée au plafond. « Je suis rentrée. » Rebecca Parker sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. À 34 ans, Rebecca possédait toujours le genre de beauté qui faisait tourner les têtes, bien qu'elle semblât maintenant quelque peu diminuée, comme une peinture vibrante s'estompant progressivement sous une lumière crue. Ses cheveux auburn, autrefois coiffés de manière créative que ses élèves en art avaient adoré, étaient maintenant tirés en une simple queue de cheval. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Mia, portait une lassitude qui n'était pas là avant son mariage avec James Harrington. « Salut ma chérie », dit Rebecca, son sourire sincère mais fragile. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Ça a été », répondit Mia, la réponse standard qu'elle avait adoptée. Elle ne mentionna pas qu'elle avait à peine parlé en classe, ni qu'elle avait passé la récréation assise seule sur un banc, chuchotant à Mr. Whisker au lieu de jouer avec les autres enfants. Elle ne dit pas à sa mère que Madame Reynolds, son enseignante de CE1, lui avait demandé 2 fois si tout allait bien à la maison. Juste ça a été ? Rebecca s'agenouilla, glissant une mèche des cheveux sombres de Mia derrière son oreille. Pas de projets artistiques passionnants ? Je croyais que le jeudi, c'était le jour des arts plastiques. Pendant un instant, une étincelle de l'ancienne Rebecca brilla, l'enseignante d'art passionnée qui avait autrefois transformé les murs des salles de classe avec des peintures murales et inspiré une génération d'enfants d'Oak Ridge à voir la beauté dans la création à partir de rien. Mia hésita. On a fait des collages de feuilles d'automne. Le mien a un écureuil dedans. Ça a l'air charmant, dit Rebecca. Où est-il ? J'adorerais le voir sur le frigo. Madame Reynolds les garde jusqu'à la semaine prochaine pour la soirée des parents, expliqua Mia, les mots s'étranglant légèrement. La soirée des parents signifiait que James serait là, charmant Madame Reynolds comme il charmait tout le monde, son bras négligemment mais fermement autour de la taille de Rebecca, son autre main peut-être posée sur l'épaule de Mia dans un geste qui semblait paternel aux observateurs mais que Mia ressentait comme une possession. Quelque chose changea dans l'expression de Rebecca, une lueur de compréhension, puis de résignation. Bien sûr. Eh bien, j'ai hâte de le voir alors. Elle se redressa en grimaçant légèrement, une main se déplaçant inconsciemment vers ses côtes. Mia le remarqua, comme elle remarquait tout maintenant. « Tu es blessée, maman ?» Juste un peu endolorie par le nettoyage, dit rapidement Rebecca. J'essayais d'atteindre le haut des étagères pour épousseter tout à l'heure. Rien d'inquiétant. Le mensonge venait facilement maintenant, après tant de pratique. Que dirais-tu d'un goûter ? J'ai fait des biscuits à l'avoine.
ceux avec les raisins secs qui ressemblent à de petits insectes. C'était une tentative de retrouver leur vieille blague d'avant. Mia réussit un petit sourire, mais la légèreté ne voulait pas venir. D'accord. Dans la cuisine, Mia s'assit au comptoir, Mr. Whisker soigneusement placé à côté d'elle. La pièce sentait la cannelle et le beurre, des odeurs réconfortantes qui repoussaient momentanément la tension qui imprégnait la maison. Rebecca posa une petite assiette de biscuits et un verre de lait devant Mia, puis commença à essuyer des plans de travail déjà propres. « Est-ce que James rentre dîner ?» demanda Mia, brisant un biscuit en petits morceaux plutôt que de le croquer. Les mains de Rebecca s'immobilisèrent juste un instant. « Oui, mais il a une réunion d'abord. Il sera à la maison vers 19h. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était un peu plus de 15h30. Nous avons plein de temps pour nous. Mia hocha la tête, enregistrant à la fois les mots et le soulagement tacite dans la voix de sa mère. Près de 4 heures de paix s'étendaient devant elle. 4 heures sans mesurer chaque mot, sans le poids de l'examen minutieux et du jugement de James. « On peut préparer le dîner ensemble ?» demanda Mia, sachant que cuisiner était autrefois quelque chose que sa mère aimait. « Comme on faisait avec papa ?» À la mention de David Parker, l'expression de Rebecca s'adoucit d'un mélange d'amour et de chagrin. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qui avait coûté la vie à son premier mari, mais la blessure restait vive, surtout maintenant que la vie qu'ils avaient reconstruite s'effondrait d'une manière différente. « Ça me semble parfait, » dit Rebecca, sa voix légèrement rauque. « Qu'est-ce qu'on prépare ?»« Des spaghettis, » décida fermement Mia. « Avec la sauce qui cache tous les légumes pour qu'on ne les voit pas. » Rebecca rit, un vrai rire, bien que bref. « La sauce sournoise de ton père. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. » Pendant 1 heure, elles cuisinèrent ensemble, Rebecca guidant Mia dans la tâche de déchirer la laitue pour une salade pendant que la sauce mijotait. La cuisine s'emplit de l'odeur de l'ail et des tomates, et Rebecca fredonna doucement en travaillant, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Mia observait attentivement sa mère, mémorisant l'instant, le rangeant comme preuve que la vraie Rebecca, celle qui fredonnait, riait et créait, existait toujours sous la peur. Alors que Rebecca remuait la sauce, sa manche remonta légèrement, révélant un bracelet d'échymose violette autour de son poignet. Elle tira rapidement le tissu vers le bas, mais pas avant que Mia n'ait vu. Leurs yeux se rencontrèrent, ceux de Rebecca suppliant silencieusement Mia de ne pas demander, de ne pas reconnaître. « Je crois que la sauce a besoin de plus d'origan, » dit Mia après un moment, offrant l'échappatoire dont sa mère avait besoin. « Tu as probablement raison, » approuva Rebecca, tendant la main vers le porte-épices avec un regard reconnaissant envers sa fille. « Tu as un bon palais, tout comme ton père. » La mention de David Parker ouvrit une porte vers des souvenirs que Mia franchit volontiers. « Raconte-moi encore l'histoire, » demanda-t-elle, mettant la table avec une précision soignée. « Comment toi et papa vous êtes rencontrés ?» Les mouvements de Rebecca devinrent plus fluides alors qu'elle se glissait dans le récit familier. C'était à ce vernissage à New Haven. J'exposais une série de peintures, des paysages du Connecticut au fil des saisons, et papa était là pour écrire sur l'art, continua Mia, ayant entendu l'histoire de nombreuses fois. C'est ça. Il travaillait pour le Hartford Crier à l'époque, couvrant les événements culturels. Il a passé plus de temps à me parler qu'à regarder les œuvres d'art, sourit Rebecca au souvenir. Il a dit qu'il avait trouvé que la pièce la plus intéressante de la galerie n'était accrochée à aucun mur. C'est romantique, dit Mia, plaçant les fourchettes avec une précision soignée. Ça l'était, acquiesça Rebecca. Il prenait des notes pendant que je parlais de mon inspiration pour les peintures. Puis, juste au moment de partir, il m'a tendu sa carte. Au dos, il avait écrit « La vraie histoire ici mérite plus qu'une seule interview. » Et puis tu l'as épousé et tu m'as eu, conclut Mia, simplifiant des années en une seule phrase. Finalement, corrigea doucement Rebecca. D'abord, nous avons eu de nombreux dîners, de longues promenades et conversations. Ton père croyait qu'il fallait prendre le temps de bien comprendre les choses. Il disait toujours que la vérité se révèle lentement, couche par couche. Mia hocha la tête, absorbant cela comme elle le faisait pour toutes les mentions de la philosophie de son père. David Parker avait été un journaliste d'investigation connu pour son approche méthodique et sa poursuite inébranlable des faits. Dans le jeune esprit de Mia, ces qualités avaient pris une signification presque mythique. C'est pour ça qu'il avait tous ses enregistreurs ? Pour saisir la vérité ? Demanda Mia, pensant à la boîte dans le grenier. Rebecca parut surprise par la question. En partie, oui. Enregistrer les interviews l'aidait à s'assurer qu'il rapportait exactement les mots des gens.
C'était très important pour lui. L'exactitude, l'équité. Elle fit une pause, une ombre traversant son visage. Quand as-tu vu ces enregistreurs? Mia réalisa son erreur. La boîte contenant les effets personnels de David était gardée cachée de James, qui avait clairement indiqué dès le début de sa relation avec Rebecca que le passé, en particulier le père de Mia, n'était pas un sujet de conversation bienvenu. Il y a longtemps, dit vaguement Mia. Avant qu'on déménage dans cette maison. Rebecca sembla accepter cela, retournant à la sauce. Ton père serait si fier de toi, Mia. Tu as ses yeux observateurs et son cœur bon. Et son palais, ajouta Mia, essayant de retrouver le moment plus léger d'avant. Certainement son palais, acquiesça Rebecca, offrant une cuillerée de sauce à goûter à Mia. Elles travaillèrent en bonne intelligence pendant une autre heure, préparant le repas et dressant la table avec les belles assiettes que James préférait. Cependant, à mesure que l'heure de son arrivée approchait, l'atmosphère détendue s'évapora. Rebecca vérifia son apparence dans la surface réfléchissante du réfrigérateur, remettant les mèches rebelles dans sa queue de cheval. Elle changea de chemise pour une que James lui avait achetée, un chemisier bleu sourd qu'elle n'aurait jamais choisi elle-même. Mia aussi se prépara au changement. Elle rangea ses livres d'école du salon, sachant que James les considérait comme du désordre. Elle emmena Mr. Whisker à l'étage dans sa chambre, le positionnant sur son lit avant de redescendre. James avait fait remarquer plus d'une fois qu'elle était trop vieille pour traîner partout, cette vieille chose miteuse, et Rebecca avait encouragé Mia à laisser l'ours à l'étage pour éviter les conflits. À 18h45, le dîner était prêt, la cuisine impeccable, et Mia et Rebecca avaient toutes deux endossé les versions prudentes et contenues d'elles-mêmes que James attendait. Quand le ronronnement du moteur de l'Audi retentit dans l'allée à 18h58, Rebecca lissa une dernière fois son chemisier. « Tu te souviens, Mia » dit-elle doucement. « James a eu une réunion difficile aujourd'hui. Facilitons-lui les choses ce soir, d'accord ?» Mia hocha la tête, comprenant parfaitement le sous-entendu. Ne pose pas de questions, ne fais pas de bruit, ne lui donne aucune raison de laisser éclater sa colère. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma avec une douceur délibérée, suivie des bruits méthodiques de James retirant son manteau, plaçant ses clés dans le plat en céramique sur la table de l'entrée et posant sa mallette. « Ça sent bon », appela-t-il, sa voix portant le ton chaleureux et autoritaire qui avait d'abord attiré Rebecca. Le même ton qui avait charmé l'association des parents d'élèves d'Oakidge, l'association de quartier et les clients de sa société de promotion immobilière Prosper. James Harrington entra dans la cuisine avec l'assurance d'un homme habitué à commander les espaces. À 41 ans, il était indéniablement beau, avec des cheveux poivre et sel, des yeux bleus perçants et le physique de quelqu'un qui prenait le temps d'aller à la salle de sport malgré un emploi du temps chargé. Il était impeccablement vêtu d'un costume anthracite sur mesure, d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate bleue assortie exactement à ses yeux, le tout faisant partie de l'image soigneusement élaborée de succès et de contrôle. « Bienvenue à la maison », dit Rebecca, s'avançant pour accepter son baiser superficiel sur la joue. « Le dîner est prêt quand tu veux. »« Timing parfait », répondit James, son regard balayant la cuisine, enregistrant tout dans son domaine. Quand ses yeux se posèrent sur Mia, son expression s'adoucit d'une manière qui aurait pu sembler paternelle à un étranger, mais n'atteignit jamais tout à fait la chaleur. « Et comment s'est passée l'école aujourd'hui, Mia ?»« Bien, merci », répondit-elle avec la politesse qui l'attendait, gardant les yeux légèrement baissés. « Excellent. Une fille brillante comme toi devrait exceller, dit-il en desserrant sa cravate. Laisse-moi me changer rapidement et nous mangerons. » Alors qu'il disparaissait à l'étage, Rebecca laissa échapper un souffle qu'elle avait retenu et adressa à Mia un rapide sourire rassurant. La première rencontre s'était bien passée, peut-être que la soirée se déroulerait sans incident. James revint en tenue décontractée mais toujours impeccable, un pantalon kaki repassé et une chemise Oxford bleue dont les manches étaient retroussées pour révéler des avant-bras forts. Il prit sa place au bout de la table, où Rebecca avait déjà posé son gobelet en cristal préféré avec exactement 2 doigts de scotch. « Ça a l'air merveilleux, Rebecca », dit-il avec appréciation alors qu'elle servait les spaghettis. « Bien que je pensais que nous avions convenu de réduire les pâtes. Le corps d'été ne se fait pas en hiver, n'est-ce pas ?» Il tapota son ventre plat avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est le plat préféré de Mia », expliqua Rebecca, son ton léger mais prudent. « Et j'ai pensé qu'après ta longue journée ?» James fit un geste dédaigneux de la main. « Bien sûr. Une occasion spéciale. » En parlant de ça, il se tourna vers Mia. « Je t'ai inscrite à l'équipe de natation d'hiver aujourd'hui. L'entraîneur Wilson dit qu'il commence l'entraînement la semaine prochaine. »
La fourchette de Mia s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Elle n'avait jamais exprimé d'intérêt pour la natation de compétition. En fait, les grandes étendues d'eau la rendaient nerveuse, un détail dont James était bien conscient. « C'est merveilleux », intervint Rebecca avant que Mia ne puisse répondre. « Quelle belle opportunité, n'est-ce pas, Mia ?» Mia reconnut la supplique dans les yeux de sa mère. « Oui, merci », réussit-elle à dire, bien que son appétit ait disparu. « La discipline lui fera du bien », expliqua James, en roulant les pattes avec précision. « Et les Wilson sont une excellente connexion. Savais-tu que Brian Wilson siège à la commission de zonage? Un timing très pratique avec notre projet Riverside qui doit être examiné. Et voilà. La vraie raison. Pas le bien-être ou les intérêts de Mia, mais le réseautage perpétuel de James, son utilisation de chaque relation comme un avantage stratégique. Bien sûr, hocha la tête Rebecca. Très attentionné de ta part. La conversation se poursuivit sur ce ton pendant tout le dîner, James décrivant sa journée de travail, une histoire parsemée de noms cités pour impressionner et d'anecdotes conçues pour mettre en valeur son sens des affaires. Rebecca et Mia fournirent les réponses appropriées, admiration, accords subtils, questions qui permettaient à James de s'étendre sur son expertise. Alors que Rebecca servait les petits bols de glace qu'elle avait préparés pour le dessert, le téléphone de James sonna avec un message. Il y jeta un coup d'œil, sa mâchoire se crispant presque imperceptiblement. « Rebecca » dit-il en posant le téléphone avec un calme délibéré. « As-tu parlé à Patricia Lawson aujourd'hui ?» La question flotta dans l'air comme un nuage d'orage. Patricia Lawson avait été l'amie la plus proche de Rebecca lorsqu'elle enseignait à l'école élémentaire d'Oakidge, avant que James ne la convainque que rester à la maison serait mieux pour Mia. La main de Rebecca trembla légèrement alors qu'elle posait la cuillère à glace. Elle a appelé cet après-midi, oui. Juste pour prendre des nouvelles. Je vois, dit James, sa voix faussement douce. Et en prenant des nouvelles, as-tu mentionné notre désaccord sur la propriété Riverside? Mia regarda sa mère pâlir légèrement. J'ai peut-être mentionné que nous avions des opinions différentes sur la préservation des zones humides. Ce n'était pas tes affaires d'en discuter, compléta James, utilisant toujours ce ton contrôlé que Mia avait appris à être bien plus dangereux que les cris. Le mari de Patricia siège au comité d'examen environnemental, Rebecca. Comprends-tu ce que tu as fait? James, je n'ai rien révélé de confidentiel. Nous parlions juste de questions qui pourraient affecter mes affaires, coupa-t-il doucement. Après tout ce que j'ai fait pour toi et Mia, le moins que tu puisses faire est de montrer un peu de loyauté. Mia fixa sa glace, la regardant fondre en une flaque de crème vanille. Le nœud familier revint dans son estomac, plus serré qu'avant. James, je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. C'est précisément le problème, n'est-ce pas? Son sourire resta, mais ses yeux étaient devenus de glace. Tu ne penses pas aux conséquences. Tout comme tu n'as pas pensé aux conséquences de laisser Mia jouer la malade la semaine dernière alors que nous étions censés assister au dîner des Robertson. Elle avait de la fièvre, protesta doucement Rebecca. L'infirmière de l'école a appelé. L'infirmière de l'école, ricana James. Une autre de tes amies, si je me souviens bien. Très pratique. Il tourna son attention vers Mia. Tu sais, Mia, dans cette famille, nous honorons nos engagements. Quand tu dis que tu seras quelque part, tu y vas. Même quand c'est difficile. C'est comme ça que le succès arrive. Mia hocha la tête silencieusement, la culpabilité l'envahissant malgré le fait qu'elle savait qu'elle avait réellement été malade. James avait la capacité étrange de les faire douter, elle et sa mère, de leurs propres expériences. « Je suis désolé, murmura-t-elle, toujours fixée sur son dessert. « Je suis sûr que tu le es, dit James, son ton s'adoucissant en quelque chose qui imitait la gentillesse. C'est pourquoi tu excelleras dans l'équipe de natation. Ça forge le caractère, enseigne la discipline. » Il vérifia sa montre. « En parlant de ça, c'est presque l'heure de ton coucher. Pourquoi ne montes-tu pas te préparer? Ta mère et moi devons avoir une conversation d'adultes. » Mia jeta un coup d'œil à Rebecca, qui fit un signe de tête presque imperceptible. « Merci pour le dîner, dit Mia en glissant de sa chaise. Bonne nuit, James. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie, répondit Rebecca, sa voix stable malgré la peur que Mia pouvait voir dans ses yeux. Je viendrai te border bientôt. James hocha simplement la tête en guise de renvoi, tendant déjà la main vers la bouteille de scotch pour remplir son verre. Alors que Mia quittait la salle à manger,
elle l'entendit dire de cette voix dangereusement calme. « Maintenant, discutons exactement de ce que tu as dit à Patricia à propos du projet Riverside. » Mia monta lentement les escaliers, son petit corps tendu par l'effort de ne pas courir, de ne pas montrer la peur qui pourrait attirer l'attention de James. Dans sa chambre, elle ferma doucement la porte et se dirigea immédiatement vers Mr. Whisker, serrant l'ours bien usé contre sa poitrine. « Ça recommence » murmura-t-elle à l'ours. Les « conversations d'adultes » se terminaient presque toujours de la même manière, avec des bruits étouffés de conflits, parfois des bris de verre, et les larmes finales de Rebecca. Mia mit son pyjama et se brossa les dents dans la salle de bain attenante, accomplissant sa routine du coucher avec une précision mécanique tout en tendant l'oreille pour entendre la conversation en bas. Les voix restaient basses, mais elle pouvait détecter la tension montante dans le ton de James, la soumission croissante dans les réponses de sa mère. Quand elle retourna dans sa chambre, Mia ne grimpa pas dans son lit. Au lieu de cela, elle ouvrit la porte de son placard et créa un petit nid de couverture dans le coin, un sanctuaire qu'elle avait façonné des mois auparavant. Elle tira Mr. Whisker avec elle et ferma partiellement la porte, laissant juste assez d'espace pour l'air et une fente de lumière provenant de sa lampe de chevet. Dans cet espace caché, Mia examina attentivement son ours bien-aimé. Mr. Whisker avait été un cadeau de son père pour son 4e anniversaire, un compagnon constant à travers la mort de David et les changements tumultueux qui avaient suivi. La fourrure de l'ours était usée par endroits à force d'années de câlins, et l'un de ses yeux en bouton pendait légèrement, lui donnant une expression perpétuellement interrogatrice. Mais c'était la modification récente de Mr. Whisker qui préoccupait Mia maintenant. Avec des doigts tremblants, elle localisa la petite couture le long du dos de l'ours, soigneusement cachée sous son collier de ruban rouge. Les points étaient grossiers, le mieux qu'une fillette de 7 ans avec un accès limité au matériel de couture pouvait faire, mais ils avaient tenu. Doucement, Mia glissa ses petits doigts dans l'ouverture et sentit la forme en plastique dur à l'intérieur, l'enregistreur vocal qu'elle avait pris dans la boîte de son père dans le grenier. Il était plus petit que sa paume, un appareil simple avec un minimum de boutons que même un enfant pouvait faire fonctionner. David Parker l'avait utilisé pour des notes rapides et des entretiens préliminaires, préférant son équipement professionnel pour les sessions formelles. Mia l'avait découvert 3 mois auparavant, lors d'un des voyages d'affaires de James. Elle et Rebecca avaient profité des rares jours de liberté pour explorer le grenier, regardant des souvenirs de leur vie avec David. La boîte de ses effets personnels contenait des photographies, des carnets remplis de son écriture soignée et plusieurs appareils d'enregistrement. Pendant que Rebecca était distraite par un album de photos de mariage, Mia avait glissé le plus petit enregistreur dans sa poche, poussée par un instinct qu'elle ne pouvait pas encore articuler. Maintenant, entendant la tension monter dans les voix en bas, Mia appuya sur le petit bouton d'enregistrement, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. La minuscule lumière rouge clignota une fois, confirmant qu'il était actif. Elle positionna soigneusement Mr. Whisker près de l'interstice de la porte du placard. L'ours était devenu son complice dans une mission qu'elle ne comprenait que dans les termes les plus simples, saisir la vérité, comme son père l'aurait fait. D'en bas, le bruit de verre brisé déchira le calme du soir, suivi de la voix de Rebecca, maintenant clairement suppliante, « James, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne parlerai plus à Patricia, je promets. » Des promesses, la voix de James monta les escaliers, non plus contrôlée mais chargée de mépris. « Tout comme tu as promis d'être une bonne épouse, de me soutenir. Au lieu de ça, tu me sapes à chaque tournant. » Mia serra ses genoux contre sa poitrine, se faisant aussi petite que possible dans son sanctuaire de placard. Elle avait appris tôt sous le règne de James comme beau-père que l'intervention ne faisait qu'empirer les choses. Une fois, elle était descendue en courant pendant une dispute, et James avait instantanément pivoté vers l'inquiétude et le charme, faisant passer Rebecca pour hystérique d'être contrariée. Plus tard, quand il pensait que Mia dormait, la punition pour Rebecca avait été pire qu'avant. Alors elle attendit, Mr. Whisker enregistrant fidèlement pendant que la dispute continuait. La voix de James devint plus froide, plus spécifique dans ses menaces. « Si jamais tu parles à nouveau de mes affaires, je ferai en sorte que tu le regrettes. Personne ne te croirait de toute façon. Ils pensent tous que tu es fragile après la mort de David. Toujours en deuil. Instable. » « Je ne suis pas instable », la voix de Rebecca était à peine audible. « Je voulais juste parler à une amie. » « Des amis ?» ricana James. « Tu n'as pas besoin d'amis. Tu m'as moi. Je m'occupe de tout. Cette maison, l'éducation de Mia, ta vie confortable. Tout ce que je demande, c'est de la loyauté. Est-ce si difficile ?» D'autres bruits suivirent, un mouvement,
Un bruit sourd, un cri étouffé qui fit que Mia plaqua ses mains sur ses oreilles, bien qu'elle laissa Mr. Whisker en position. Les yeux de verre de l'ours reflétaient la faible lumière de la chambre, semblant presque vivant d'intention. Finalement, la maison devint silencieuse. Mia entendit des pas dans les escaliers, d'abord les plus lourds James, puis des plus légers quelque temps plus tard Rebecca. Elle récupéra rapidement Mr. Whisker, arrêta l'enregistrement et retint son souffle alors que la porte de sa chambre s'ouvrait. « Mia ?» La voix de Rebecca était douce, inquiète. « Ma chérie ?» Mia poussa la porte du placard. « Je suis là, maman. » Le visage de Rebecca montra une surprise momentanée, puis de la compréhension. Elle s'agenouilla à côté du placard, grimaçant légèrement avec le mouvement. À la lumière de la lampe, Mia pouvait voir la rougeur autour de la pommette gauche de sa mère qui deviendrait probablement une ecchymose le lendemain matin. Une autre blessure qui serait expliquée par de la maladresse. « Oh, ma chérie », dit Rebecca, tendant la main pour caresser les cheveux de Mia. « La dispute t'a fait peur ? Je suis désolé. Tout va bien maintenant. » James était juste contrarié par des trucs de travail. Mia hocha la tête, acceptant la fiction parce que c'était plus facile pour toutes les deux. « Je peux dormir avec toi ce soir ?» demanda-t-elle, sachant que James se retirait souvent dans son bureau à domicile après ces épisodes, travaillant tard ou buvant jusqu'à s'endormir sur le canapé en cuir. Le soulagement traversa les traits de Rebecca. « Bien sûr. Prends Mr. Whisker et ton oreiller. » Dans la chambre de sa mère, Mia se blottit contre le côté de Rebecca, Mr. Whisker niché entre elles. Rebecca lut à haute voix un exemplaire usé de Astérisque, la toile de Charlotte Astérisque, sa voix devenant plus stable à chaque page, comme si les mots familiers étaient un chemin de retour vers elle-même. Quand Rebecca finit par s'endormir, un bras protecteur drapé sur sa fille, Mia resta éveillée, pensant à l'enregistrement maintenant caché à l'intérieur de son ours en peluche. Il rejoignait des dizaines d'autres qu'elle avait collectés, certains contenant des conversations domestiques banales, d'autres préservant des preuves de l'abus croissant de James. Mia ne comprenait pas entièrement ce qu'elle faisait ni pourquoi. Elle savait seulement, avec une sagesse intuitive d'enfant, que la vérité avait besoin de témoins. Son père le lui avait appris. Un jour, elle trouverait un moyen d'utiliser ces vérités pour aider sa mère. Pour l'instant, Mr. Whisker continuerait à garder leur secret, recueillant des preuves une conversation à la fois. Alors qu'elle succombait enfin au sommeil, Mia rêva de son père. Dans le rêve, il s'agenouillait devant elle, comme il l'avait fait dans la vie, la regardant droit dans les yeux en expliquant quelque chose d'important. Parfois, Mia, dit-il de cette voix douce et sérieuse dont elle se souvenait encore, être courageux signifie regarder et attendre le bon moment. La vérité trouve toujours son chemin, mais elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à émerger. Dans son sommeil, Mia serra plus fort Mr. Whisker, ses petites mains protégeant les preuves cachées à l'intérieur. Novembre arriva à Oakidge avec une vengeance, apportant des vents mordants qui dépouillaient les arbres et une obscurité précoce qui s'abattait sur la ville comme une lourde couverture. La maison Parker Harrington sur Maple Lane semblait refléter la transformation de la saison, sa façade chaleureuse devenant plus froide, ses ombres plus profondes et plus nombreuses à mesure que les semaines passaient. Pour Mia, le temps se mesurait non pas en jours ou en semaines, mais en enregistrements, 73 d'entre eux, stockés à l'intérieur de Mr. Whisker, chacun documentant un autre fragment de la vérité que les adultes refusaient de reconnaître. Elle avait développé le système avec soin, allumé l'enregistreur chaque fois que la voix de James prenait cette douceur dangereuse, chaque fois que des portes claquaient ou que du verre se brisait, chaque fois que la voix de sa mère tremblait de peur mal déguisée en accord. Ce mardi matin particulier, Mia était assise à son bureau de CE1, Mr. Whisker soigneusement positionné sur ses genoux sous la table. Autour d'elle, ses camarades de classe bavardaient avec excitation des prochaines vacances de Thanksgiving, comparant les traditions familiales et les projets de voyage. Mia restait silencieuse, coloriant mécaniquement la dinde en papier de construction que Madame Reynolds avait distribuée, tandis que son esprit restait fixé sur l'enregistrement de la nuit précédente. « Ne crois pas que je n'ai pas remarqué que tu économises de l'argent, Rebecca. Qu'est-ce que tu prépares exactement ? Un autre don pour un cours d'art ou quelque chose de plus stupide ?» Mia avait découvert le secret de sa mère 2 semaines auparavant, un exemplaire évidé des Astérisques Orgueil et Préjugés Astérisques sur l'étagère la plus haute de la chambre d'amis, contenant près de 800 $ en billets soigneusement pliés. Elle comprit instinctivement qu'il s'agissait de la cagnotte de Rebecca pour s'échapper, bien qu'aucune d'elles ne l'eût reconnue à voix haute. La découverte avait rempli Mia à la fois d'espoir et d'appréhension.
l'espoir que sa mère prévoyait enfin de quitter James, l'appréhension qu'il découvrirait le plan avant qu'il ne puisse être mis à exécution. Mia? La douce voix de Madame Reynolds la tira de ses pensées. Tu te sens bien, ma chérie? Hélène Reynolds s'agenouilla à côté du bureau de Mia, son visage aimable plissé d'inquiétude. À 43 ans, Madame Reynolds enseignait à l'école élémentaire d'Oakidge depuis près de 20 ans, développant une réputation pour sa perspicacité avec les enfants en difficulté. Ses yeux marron chauds ne manquaient pas grand-chose, et dernièrement, il s'était fixé sur Mia avec une fréquence croissante. « Je vais bien », répondit automatiquement Mia, la réponse qu'on lui avait appris à donner à toute demande sur son bien-être. Madame Reynolds l'étudia un instant de plus. « Ta dinde n'a qu'une seule couleur », observa-t-elle, hochant la tête vers l'oiseau en papier de construction que Mia avait entièrement colorié en gris. « Les dindes sont généralement des créatures assez colorées, tu ne crois pas ? » Mia baissa les yeux sur son travail, remarquant pour la première fois qu'elle avait ignoré l'arc-en-ciel de crayons de couleur sur son bureau au profit de celui gris terne serré dans son petit poing. « Je suppose que je ne pensais pas, » murmura-t-elle. « Ce n'est rien, » dit Madame Reynolds en faisant glisser la boîte de crayons plus près. « Parfois, notre esprit vagabonde quand nous avons beaucoup de choses en tête. » Elle hésita, puis ajouta à voix basse. « Tu sais, Mia, s'il y a quelque chose dont tu veux parler, quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. Même pendant la récréation ou après l'école. » Quelque chose dans le ton de l'enseignante fit lever les yeux à Mia. « Vraiment ?» Croisant le regard de Madame Reynolds pour la première fois ce jour-là, ce qu'elle y vit n'était pas seulement de la gentillesse, mais de la compréhension, comme si l'enseignante pouvait voir au-delà du silence prudent de Mia jusqu'à la vérité qu'elle portait. Pendant un instant, Mia sentit le poids de Mr. Whisker contre ses genoux, la petite forme dure de l'enregistreur à l'intérieur pressant contre sa cuisse. Elle pensa aux 73 enregistrements, à l'argent caché de sa mère, à la voix de James devenant plus menaçante chaque semaine. Elle pensa à son père, qui lui avait toujours appris que la vérité avait besoin de témoins. Mais l'instant passa. La peur, non pas pour elle-même, mais pour sa mère, serra la gorge de Mia. James avait clairement indiqué ce qui se passerait si quelqu'un interférait, si jamais tu essaies de monter les gens contre moi, Rebecca, souviens-toi qu'ils croiront, un homme d'affaires respecté ou une veuve émotionnellement instable. Merci, Madame Reynolds, dit poliment Mia en attrapant un crayon rouge. Je vais vraiment bien. L'enseignante se redressa avec un petit soupir. D'accord. Mais mon offre tient. N'importe quand si tu as besoin de parler. Elle s'éloigna pour aider un autre élève, mais Mia pouvait sentir le regard inquiet de Madame Reynolds revenir sur elle tout au long de la matinée. À la récréation, tandis que les autres enfants couraient sur le terrain de jeu malgré le froid de novembre, Mia trouva un banc isolé sous un chêne nu. Elle positionna Mr. Whisker à côté d'elle et resserra son manteau autour de sa petite silhouette, regardant son souffle former des nuages dans l'air froid. « Je ne sais pas quoi faire, Mr. Whisker, » murmura-t-elle à l'ours. « Maman a peur. »« J'ai peur aussi. » L'unique œil en bouton décousu de l'ours semblait la regarder avec sympathie, l'autre, fixe et résolu. Mia passa ses doigts sur la fourrure usée de sa tête, trouvant du réconfort dans la texture familière. « Papa saurait quoi faire avec tous les enregistrements, » continua-t-elle, sa voix à peine audible même pour elle-même. Il savait toujours quand c'était le moment de raconter une histoire. Les leçons de son père sur le journalisme avaient été simplifiées pour la compréhension d'un enfant, mais elles étaient restées gravées dans l'esprit de Mia. David Parker avait expliqué que parfois les gens avaient peur de raconter leurs histoires, que parfois la vérité avait besoin d'aide pour sortir. Il lui avait appris que les preuves ne servaient pas seulement à prouver que quelque chose s'était passé, mais à s'assurer que les gens écoutaient quand c'était important. « Je ne sais juste pas qui nous écouterait, Mr. Whisker, » conclut doucement Mia. « Tu parles encore à ton ours, l'original ?» La voix moqueuse appartenait à Tyler Wilson, un élève de CM1 dont le père entraînait l'équipe de natation à laquelle James avait forcé Mia à s'inscrire. Tyler avait hérité de la carrure athlétique de son père et des traits aigus de sa mère, mais la cruauté dans son expression était entièrement la sienne. Mia serra instinctivement Mr. Whisker plus près. « Laisse-moi tranquille, Tyler. »« Mon père dit que ton beau-père est super important, » continua Tyler, ignorant sa demande alors qu'il s'approchait. « Alors pourquoi es-tu un tel bébé? Tu n'es pas trop vieille pour un animal en peluche? »« Il est à moi et ça ne te regarde pas, » répliqua Mia, sa voix plus forte qu'elle ne le sentait. Mr. Whisker n'était pas seulement un objet de réconfort, il était le gardien de ses secrets, le réceptacle des preuves. Elle ne pouvait risquer que Tyler ou quelqu'un d'autre le prenne.
Laisse-moi le voir, exigea Tyler en tendant la main vers l'ours. Qu'y a-t-il de si spécial dans un vieux jouet miteux? Mia recula brusquement, serrant Mr. Whisker contre sa poitrine. Non. Ne le touche pas. La voix de Madame Reynolds coupa court à la confrontation alors qu'elle approchait à grands pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tyler adopta immédiatement une expression d'innocence. Rien, Madame Reynolds. Je demandais juste à Mia des nouvelles de son ours. Madame Reynolds regarda entre les deux enfants, son regard s'attardant sur la prise protectrice de Mia sur Mr. Whisker. Tyler, je crois que le match de kickball de CM2 a besoin d'un autre joueur. Pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre? Une fois que Tyler se fut éloigné en traînant les pieds, Madame Reynolds s'assit à côté de Mia sur le banc. Ça va? Tu avais l'air assez contrarié. Mia hocha la tête, son cœur battant toujours la chamade. Je n'aime juste pas que les gens touchent Mr. Whisker. Madame Reynolds étudia l'ours en peluche bien usé avec une douce curiosité. On dirait qu'il a été un très bon ami pour toi pendant longtemps. C'était un cadeau de mon père, expliqua Mia, se détendant légèrement. Avant qu'il ne meure. La compréhension se fit jour dans l'expression de Madame Reynolds. Ah, je vois. Ça le rend très spécial en effet. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Tu sais, Mia, j'ai connu ta mère quand elle enseignait l'art ici. Elle était absolument merveilleuse avec les enfants, si créative et pleine de vie. Mia leva les yeux à cette connexion inattendue avec le passé de sa mère. Vous connaissiez ma maman? Oh oui, sourit chaleureusement Madame Reynolds. Nous déjeunions souvent ensemble. Elle me racontait tous les projets artistiques qu'elle préparait, et elle parlait de toi. Elle était si fière de toi, nous montrant toujours tes dessins. Une boule se forma dans la gorge de Mia à cet aperçu de sa mère avant James, la Rebecca qui avait été pleine de vie, qui avait fièrement partagé les œuvres d'art de sa fille. Elle n'enseigne plus, dit doucement Mia. Madame Reynolds hocha la tête, son expression pensive. Je sais. Elle nous a tous manqué quand elle est partie. Elle hésita avant d'ajouter, elle semble différente maintenant quand je la vois aux événements scolaires. L'observation flotta dans l'air entre elles, une ouverture que Mia pouvait saisir si elle le choisissait. Pendant un moment, elle y pensa à tout dire à Madame Reynolds, à lui montrer l'enregistreur, à lui faire écouter les preuves qu'elle avait si soigneusement recueillies. Mais la cloche de la récréation sonna, les rappelant en classe, et l'instant s'envola. Alors qu'elle retournait vers le bâtiment, Madame Reynolds posa une main douce sur l'épaule de Mia. Souviens-toi de ce que j'ai dit, Mia. Ma porte est toujours ouverte. Le reste de la journée d'école passa dans un flou d'activités routinières qui ne parvinrent pas à pénétrer la préoccupation de Mia. Quand la dernière cloche sonna, elle rangea ses affaires avec un soin délibéré, s'assurant que Mr. Whisker était bien niché dans son sac à dos, avec juste sa tête qui dépassait. Dehors, Rebecca attendait près du portail de l'école, une écharpe bleu marine enroulée autour de son cou malgré l'après-midi relativement doux. Mia savait sans demander que l'écharpe dissimulait des marques de la discussion de la nuit précédente. « Salut ma chérie », la salua Rebecca avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Ça a été », répondit Mia, se mettant au pas à côté de sa mère alors qu'elle commençait la marche vers la maison. « Madame Reynolds dit qu'elle te connaissait quand tu enseignais l'art. » Le pas de Rebecca vacilla légèrement, son expression vacillant entre nostalgie et douleur. « Hélène, oui, nous étions amis. C'est une enseignante merveilleuse. Elle a dit que tu étais merveilleuse aussi, s'aventura Mia. Que tout le monde t'avait regretté quand tu es partie. » Rebecca ajusta son écharpe, son regard fixé droit devant. C'était une autre époque, Mia. Elles marchèrent en silence pendant plusieurs pâtés de maison, passant devant les repères familiers de leur quartier. Madame Abernathy s'occupant de son jardin d'hiver, l'épicerie du coin de la famille Chin avec son auvent rouge vif, le parc où Mia avait autrefois joué sans crainte ni réserve. Alors qu'elles approchaient de leur maison, Rebecca s'arrêta brusquement, s'agenouillant pour ajuster le col du manteau de Mia. « Écoute ma chérie, » dit-elle, sa voix basse et urgente. « James a invité des associés pour dîner ce soir. Des gens importants de la commission de zonage. » Mia reconnut l'avertissement dans le ton de sa mère. « Je serai très calme et polie, promit-elle. En fait, » continua Rebecca, « je pensais que tu aimerais peut-être dîner dans ta chambre ce soir ? Tu pourrais regarder un film sur l'iPad, peut-être celui sur les pingouins que tu aimes bien. » Le soulagement envahit Mia. Une soirée loin de l'examen minutieux de James,
loin d'avoir à mesurer chaque mot et expression, était un cadeau précieux. Vraiment? Ce serait super. Rebecca écarta une mèche de cheveux du visage de Mia, son contact s'attardant. Juste pour ce soir. Elle hésita, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si elle vérifiait les observateurs. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important pour moi, Mia. Peux-tu garder un secret? Mia hocha la tête solennellement, pensant aux 73 secrets déjà stockés dans Mr. Whisker. Rebecca fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit morceau de papier plié. C'est le numéro de téléphone de Madame Carter, la dame de mon groupe d'art, tu te souviens? Je veux que tu le gardes quelque part en sécurité. Quelque part où James ne penserait pas à chercher. Diane Carter était l'une des rares amies avec lesquelles Rebecca avait maintenu le contact, bien que leurs interactions fussent soigneusement dissimulées à James. Elle enseignait l'art-thérapie dans un centre pour femmes à Hartford, un détail que Mia avait entendu mais ne comprenait que vaguement. « Pourquoi ai-je besoin de son numéro ?» demanda Mia, la confusion se mêlant à un pressentiment. Rebecca prit une profonde inspiration. « Juste au cas où. Au cas où tu aurais besoin de l'appeler. Si quelque chose arrive et que je ne suis pas. Si je ne suis pas capable de t'aider moi-même. » L'implication lui glaça le sang. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Rien, ma chérie, » l'assura rapidement Rebecca. « C'est juste une précaution. Comme avoir un extincteur dans la cuisine. Tu espères ne jamais en avoir besoin, mais tu es content qu'il soit là si c'est le cas. » Elle pressa le papier dans la paume de Mia. « Peux-tu faire ça pour moi? Le garder quelque part de vraiment sûr. » Mia hocha la tête, pliant soigneusement le papier en un carré encore plus petit. « Je vais le mettre à l'intérieur de Mr. Whisker, » décida-t-elle. À côté d'eux? Elle se rattrapa juste à temps, réalisant qu'elle n'avait jamais parlé de l'enregistreur à sa mère. Mais Rebecca ne sembla pas remarquer le lapsus. « C'est parfait, » dit-elle en se relevant. « Maintenant, rentrons à la maison. Je dois commencer à me préparer pour ce soir. » Le dîner de ce soir-là amena 6 invités à la maison Parker-Harrington. 3 couples vêtus en tenue d'affaires, leurs montres et bijoux coûteux captant la lumière alors qu'ils gesticulaient avec des verres de vin dans la salle à manger en bas. Depuis sa chambre, Mia pouvait entendre le murmure de la conversation, l'éclat de rire occasionnel et la voix de James s'élevant au-dessus des autres avec un charme exercé. Elle était assise en tailleur sur son lit, le film promis jouant sur l'iPad, bien qu'elle y prêtât peu d'attention. Mr. Whisker était assis à côté d'elle, fraîchement augmenté du numéro de téléphone de Madame Carter niché à côté de l'enregistreur. L'ours devenait plus lourd de secrets. Comme promis, Rebecca avait apporté un plateau avec le dîner de Mia, des doigts de poulet, des haricots verts et un petit bol de glace, accompagné d'une assurance chuchotée qu'elle reviendrait la voir avant le coucher. Le geste était protecteur, Mia le savait, la gardant en sécurité loin de l'examen minutieux de James et du regard pénétrant de ses associés. Vers 21h, la porte d'entrée s'ouvrit et se ferma à plusieurs reprises alors que les invités partaient. Mia entendit le murmure des adieux, les phrases polies de gratitude et les promesses de se revoir bientôt. Puis vinrent les sons qu'elle redoutait, le tintement des verres qu'on débarrassait, l'eau coulant dans l'évier de la cuisine et le changement inévitable dans la voix de James alors que la façade d'hôte gracieux s'effondrait. Elle ne pouvait pas distinguer les mots au début, juste le ton, cette douceur dangereuse qui précédait toujours ses pires moments. Silencieusement, Mia glissa de son lit et pressa son oreille contre la porte de la chambre, tendant l'oreille. « Me mettre dans l'embarras devant le président Powell, » disait James, sa voix devenant plus claire alors qu'il montait probablement les escaliers. « As-tu vu son visage quand tu as mentionné les désignations des zones humides? » « Je faisais juste la conversation, » répondit la voix de Rebecca, la note familière d'apaisement déjà présente. « Hélène a parlé de l'observation des oiseaux et j'ai pensé. »« Tu as pensé ?» coupa James, son ton dégoulinant de mépris. « C'est le problème, n'est-ce pas? Je ne te demande pas de penser, Rebecca. Je te demande de me soutenir, d'être charmante et agréable, et de garder pour toi tes opinions non fondées sur les réglementations environnementales. » Leurs voix se déplacèrent dans le couloir, s'approchant de la chambre principale. Mia recula de sa porte, le cœur battant, et récupéra Mr. Whisker. Rapidement, elle ouvrit la petite couture et appuya sur le bouton d'enregistrement, puis retourna à sa position d'écoute. « Je suis désolée, » disait Rebecca, sa voix étouffée maintenant par les murs entre eux. « Ça n'arrivera plus. » Comme tu étais désolée la dernière fois, et la fois d'avant, la voix de James s'éleva légèrement avant de retomber à ce ton contrôlé qui glaçait le sang de Mia. « Je commence à penser que tu me sapes délibérément, Rebecca. C'est ça?
Essaies-tu de saboter tout ce pour quoi j'ai travaillé? Non, James, bien sûr que non. Je ne ferai jamais. Un bruit de fracas soudain fit sursauter Mia, serrant plus fort Mr. Whisker. Quelque chose avait été jeté ou renversé. Ne me mens pas. La voix de James perdit son tranchant contrôlé pendant un moment. Je t'ai vu parler à la femme de Powell dans la cuisine. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as raconté quand tu pensais que je n'écoutais pas? Rien. Elle m'a posé des questions sur mon art, c'est tout. Elle a vu le paysage dans le couloir et... Ton art, ricana James. Toujours de retour à ça, n'est-ce pas? Ton précieux petit passe-temps que tu penses te rendre spécial. Il y eut une pause, puis sa voix passa à quelque chose de presque contemplatif. Tu sais, j'ai été patient, Rebecca. Très patient. Je t'ai prise en charge, toi et ta fille, alors que la plupart des hommes ne se seraient pas souciés d'une veuve et de son bagage. Je t'ai donné cette belle maison, la sécurité financière, une position respectable dans la communauté. Et pourtant, tu ne peux pas faire la seule chose que je demande, me soutenir. Sans poser de questions. Sans tes petites tentatives d'indépendance. Mia entendit le souffle de sa mère se couper. James, j'apprécie tout ce que tu as fait pour nous. Vraiment. Et je te soutiens. Je l'ai toujours fait. Alors explique ça. Un moment de silence suivit, puis la voix de Rebecca, maintenant aiguë de peur. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça importe? Le fait est que je l'ai trouvé. Caché dans un livre, de toutes les places. Quel cliché. Le cœur de Mia se serra. L'exemplaire évidé des astérisques orgueil et préjugés astérisques. Les économies secrètes de Rebecca. Ce n'est rien, dit rapidement Rebecca. Juste de l'argent que je mettais de côté pour les cadeaux de Noël. Je voulais te faire une surprise. En juillet? La voix de James était mortellement calme maintenant. Tu as commencé cette petite collection en juillet, d'après les retraits bancaires. Petit montant chaque semaine. Très malin. Très prémédité. Vince, s'il te plaît. Tu prévoyais de me quitter. Ce n'était pas une question. Prévoir de prendre Mia et de disparaître avec ça? Quoi, c'est près de 1000 $ maintenant? Pensais-tu vraiment que ça t'emmènerait loin? Arrête de mentir. Le rugissement soudain fit tressaillir Mia, des larmes montant à ses yeux alors qu'elle entendait sa mère pousser un cri de peur. Où allais-tu aller, Rebecca? Retourner à l'enseignement? Retourner à être une personne insignifiante avec un enfant à charge avec un salaire d'enseignante? S'il te plaît, baisse la voix, supplia Rebecca. Mia va entendre. Mia, dit James, son ton changeant brusquement. Oui, parlons de Mia. As-tu pensé à ce qui lui arriverait si tu essayais de me l'enlever? La stabilité que je fournis, les opportunités? Tu ne te soucies pas de Mia? Dit Rebecca, sa voix plus forte maintenant, alimentée par la protection maternelle. Tu ne t'es jamais soucié d'elle. Tu l'utilises pour me contrôler. Le son qui suivit, peau frappant la peau, fit que Mia plaqua sa main contre sa bouche pour étouffer son propre cri. Mr. Whisker enregistrait fidèlement, la petite lumière rouge clignotant dans l'obscurité. J'ai été un père pour cet enfant, siffla James, sa voix maintenant terrifiante de calme. J'ai subvenu à ses besoins, assuré son éducation, lui ai donné des avantages que son père décédé n'aurait jamais pu lui offrir. Et c'est comme ça que tu me remercies? En me volant? En prévoyant de l'emmener? James, tu me fais mal. Écoute attentivement, Rebecca, parce que je ne vais le dire qu'une seule fois. Si jamais tu essaies de me quitter, essaie de prendre Mia, essaie de monter quelqu'un contre moi, je te détruirai. Tu comprends? J'ai des amis au tribunal des affaires familiales, à la police, dans les services de protection de l'enfance. Un mot de moi sur ton instabilité émotionnelle, ton deuil persistant, ton incapacité à fonctionner sans médicaments, et Mia serait placée sous ma garde si vite que ta tête tournerait. Les larmes de Mia coulaient librement maintenant, des traces silencieuses sur son visage alors qu'elle pressait Mr. Whisker contre sa poitrine, comme si elle pouvait en quelque sorte protéger l'ours et les preuves qu'il contenait de la rage de James. Tu ne ferais pas ça, murmura Rebecca, sa voix brisée. Tu ne la veux même pas. Oh, mais je le ferai, répliqua James, un nouveau ton calculateur entrant dans sa voix. Pas parce que je la veux, mais parce que je sais que ça te détruirait de la perdre. Et si jamais tu me contraries à nouveau, c'est exactement ce qui arrivera. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que les cris. Mia compta ses propres battements de cœur, 1, 2, 3, 4. Avant que sa mère ne parle à nouveau, sa voix vaincue, je comprends. Bien, dit James, la satisfaction évidente dans son ton.
Maintenant, nettoie-toi. Tu as l'air pathétique. » Des pas s'éloignèrent de la chambre principale, se dirigeant vers le bas. Mia appuya rapidement sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur et glissa Mr. Whisker sous ses couvertures juste au moment où la porte de sa chambre s'ouvrit, révélant James dans le couloir. Il resta là un moment, l'étudiant de ses yeux bleus et froids. Mia se figea, incertaine s'il l'avait entendu à la porte, s'il savait d'une manière ou d'une autre pour l'enregistreur, pour le numéro de téléphone de Madame Carter, pour tous les secrets qu'elle gardait. « Ne devrais-tu pas dormir maintenant ?» demanda-t-il, sa voix parfaitement normale, comme si la confrontation terrifiante avec Rebecca n'avait jamais eu lieu. « Je regardais le film. »« Maman a dit que je pouvais, » répondit Mia, faisant un geste vers l'iPad qui jouait toujours le documentaire sur les pingouins. Le regard de James balaya la pièce, s'attardant brièvement sur la petite bosse sous les couvertures où Mr. Whisker était caché. « C'est un soir d'école. Éteins ça et va dormir. »« Oui, James, » répliqua Mia, attentive à garder sa voix stable malgré les traces de larmes sur son visage. Il la regarda un instant de plus, puis ajouta avec une désinvolture calculée, « Ta mère et moi avons eu une discussion sur l'avenir. Les choses vont changer ici. En mieux. » Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. « Bonne nuit, Mia. »« Bonne nuit, » murmura-t-elle alors qu'il fermait la porte. Mia resta immobile, comptant jusqu'à 100 pour s'assurer que James était vraiment parti avant de récupérer Mr. Whisker. Elle serra l'ours fort, la connaissance de ce que l'enregistreur avait capturé pesant lourdement sur ses petites épaules. « Nous devons aider maman, » murmura-t-elle à Mr. Whisker. « Mais comment ?» Elle pensa à l'offre de Madame Reynolds, « Ma porte est toujours ouverte. » Et au numéro de téléphone de Madame Carter, maintenant caché à l'intérieur de l'ours. Elle pensa aux leçons de son père sur la vérité et les preuves. Surtout, elle pensa à sa mère, quelque part ailleurs dans la maison, probablement en train de soigner de nouvelles ecchymoses et un esprit fraîchement brisé. L'énormité de leur situation pesait sur Mia, un fardeau trop lourd à porter seule pour une fillette de 7 ans. Pourtant, elle n'avait d'autre choix que de le porter, de continuer sa mission secrète d'enregistrement, de témoignage, de garder la vérité en sécurité jusqu'à ce que le bon moment vienne de la révéler. Cette nuit-là, Mia dormit avec Mr. Whisker serré fort dans ses bras, les yeux en bouton de l'ours veillant dans l'obscurité, son rembourrage contenant maintenant non seulement un enregistreur et un numéro de téléphone, mais le poids d'un espoir, un espoir fragile, désespéré que quelqu'un écouterait quand viendrait le moment de raconter leur histoire. Alors que novembre cédait la place à décembre, la maison Parker-Harrington s'installa dans une nouvelle routine précaire. La découverte par James de la cagnotte de Rebecca avait intensifié son comportement contrôlant à des niveaux sans précédent. Il surveillait maintenant chacun de ses mouvements, vérifiant régulièrement son téléphone, l'accompagnant faire les courses et limitant ses contacts avec quiconque en dehors de son cercle social approuvé. Rebecca, de son côté, s'était repliée davantage sur elle-même. L'étincelle qui avait brièvement jailli lorsqu'elle avait défendu Mia avait été systématiquement éteinte. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, répondant aux besoins de James avec une précision mécanique, son expression vide, ses yeux verts autrefois vibrants ternis par la peur et la résignation. Mia observait ces changements avec une alarme croissante, continuant à les documenter dans ses enregistrements. Elle était devenue experte pour positionner stratégiquement Mr. Whisker dans la maison, sur l'escalier pendant les disputes, sur le comptoir de la cuisine pendant les petits déjeuners tendus, à côté d'elle pendant qu'elle faisait semblant de lire dans le salon alors que James réprimandait sa mère pour des offenses imaginaires. À l'école, les changements chez Mia ne passèrent pas inaperçus. Madame Reynolds observait avec une inquiétude croissante comment l'enfant autrefois vive devenait plus renfermé, des cernes sombres se formant sous ses yeux à cause des nuits passées à écouter aux portes au lieu de dormir. Les œuvres d'art de Mia, autrefois colorées et détaillées, présentaient maintenant des maisons monochromes avec des serrures surdimensionnées sur les portes, des nuages d'orage s'accumulant perpétuellement au-dessus. Pendant la deuxième semaine de décembre, alors que l'école se préparait pour son concert de Noël, Madame Reynolds trouva Mia seule dans la salle de classe pendant la récréation, penchée sur une feuille de papier. « Tu n'as pas froid dehors, Madame Reynolds ?» demanda Mia sans lever les yeux, ayant reconnu les pas de l'enseignante. « Un peu », admit Madame Reynolds en prenant place au bureau à côté de celui de Mia. « Mais je m'inquiétais davantage de savoir pourquoi tu es ici au lieu d'être dehors avec les autres. » Mia haussa les épaules, continuant à dessiner avec une intensité concentrée. « Je travaille sur quelque chose d'important. » Madame Reynolds jeta un coup d'œil au papier, s'attendant à voir un autre des dessins de plus en plus troublants de Mia. Au lieu de cela, elle trouva ce qui semblait être une carte.
Un plan grossier mais reconnaissable d'une maison avec de petites croix à divers endroits. Qu'est-ce que tu crées? Demanda prudemment Madame Reynolds. Mia hésita, puis répondit avec des mots mesurés, c'est pour une histoire que j'écris. Sur un détective. Madame Reynolds étudia le visage de l'enfant, notant les cernes sombres sous ses yeux, la tension dans ses petites épaules. Ton père était une sorte de détective, n'est-ce pas? Un journaliste d'investigation. Oui, répondit Mia, quelque chose vacillant dans son expression. Il m'a dit que parfois la vérité a besoin d'aide pour sortir. La déclaration flotta dans l'air entre elles, lourde de sens au-delà de la compréhension typique d'une élève de CE1. Madame Reynolds ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps de décembre. Mia, dit-elle doucement. Tu sais que tu peux me dire si quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Si quelque chose se passe qui te fait sentir effrayé ou en danger? La main de Mia s'immobilisa sur le papier, son regard fixé sur la carte qu'elle avait dessinée. Pendant un long moment, elle ne dit rien, et Madame Reynolds pouvait presque voir la lutte intérieure se jouer derrière ses yeux noisettes solennels. Finalement, Mia leva les yeux. Si quelqu'un savait que quelque chose de mal se passait, mais que personne ne le croirait parce que c'est juste un enfant, que devrait-il faire? La question hypothétique portait le poids indubitable de la réalité. Madame Reynolds choisit ses mots avec soin. Eh bien, cela dépendrait du type de mauvaise chose qui se passait. Mais en général, si quelqu'un, même un enfant, a des preuves que quelque chose de mal se passe, il y a des adultes dont le travail est d'écouter et d'aider. Des enseignants, des conseillers, des policiers. Mais si la mauvaise personne est vraiment douée pour prétendre être gentille? Insista Mia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et si tout le monde pense qu'il est merveilleux et que personne ne croirait la vérité? Le pronom « il » n'échappa pas à l'attention de Madame Reynolds. Une certitude froide s'installa dans son estomac alors que les pièces commençaient à s'emboîter. Le départ abrupt de Rebecca de l'enseignement, son apparence de plus en plus isolée aux fonctions scolaires, toujours accompagnée de son mari charmant et contrôlant, et maintenant Mia, autrefois vive et engagée, dépérissant sous ses yeux. Les preuves aident, dit prudemment Madame Reynolds. Ton père l'aurait su. Les preuves font écouter les gens, même quand la vérité est difficile à croire. Quelque chose changea dans l'expression de Mia, un moment de reconnaissance, comme si l'enseignante avait débloqué quelque chose d'important. Elle jeta un coup d'œil à son sac à dos, où la tête usée de Mr. Whisker dépassait du haut. La cloche sonna, signalant la fin de la récréation alors que les élèves commençaient à revenir dans la salle de classe. Madame Reynolds posa une main douce sur l'épaule de Mia. Je crois que les gens qui disent la vérité méritent d'être entendus, dit-elle doucement. Surtout les personnes courageuses qui essaient d'aider les autres. Mia hocha la tête solennellement, rangeant la carte dans son dossier. Ce faisant, un autre papier glissa, un dessin qui confirma les pires craintes de Madame Reynolds. Il représentait une petite silhouette en bâton se cachant dans ce qui semblait être un placard, serrant un ours en peluche, tandis que deux silhouettes plus grandes se profilaient à l'arrière-plan, l'une recroquevillée, l'autre les poings levés. Madame Reynolds sentit son sang-froid professionnel vaciller en reconnaissant la description indubitable de violence domestique à travers les yeux d'un enfant. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la salle de classe se remplit d'élèves de retour, et le moment de la conversation privée passa. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, Rebecca remarqua Mia assise inhabituellement immobile à la table de la cuisine, Mr. Whisker calé à côté d'elle alors qu'elle regardait dans le vide. « À quoi tu penses ?» demanda Rebecca, tentant une légèreté qu'elle ne ressentait pas. Mia leva les yeux, étudiant le visage de sa mère, l'anticerne qui ne cachait pas tout à fait l'échymose jaunissante le long de sa mâchoire, le sourire mécanique qui n'atteignait plus jamais ses yeux. « Maman » commença-t-elle avec hésitation. Si quelqu'un fait de mauvaises choses et que tu as des preuves, à qui devrais-tu le dire? Les mains de Rebecca vacillèrent alors qu'elle coupait des légumes, un éclair de peur traversant son visage avant qu'elle ne contrôle son expression. Quel genre de mauvaises choses, ma chérie? Comme. Mia choisit soigneusement ses mots, blesser des gens ou les menacer. Rebecca posa le couteau et se tourna pour faire face à sa fille, s'agenouillant pour rencontrer les yeux de Mia. Quelqu'un t'a blessé, Mia? À l'école? Non, répondit Mia sincèrement. Pas moi. La compréhension se fit jour dans les yeux de Rebecca, suivie par la culpabilité et un deuil compliqué. Elle prit les petites mains de Mia dans les siennes. Mia, écoute-moi. Ce qui se passe entre James et moi, ce sont des affaires d'adultes. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Mais il te fait mal, maman, murmura Mia,
la vérité enfin dite à voix haute entre elles. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Des larmes emplirent les yeux de Rebecca. Oh, ma chérie, souffla-t-elle, attirant Mia dans une étreinte serrée. Je suis tellement désolée que tu aies dû voir ça. Tellement désolée. Mia enroula ses bras autour du cou de sa mère, sentant le corps de Rebecca trembler de sanglots réprimés. On pourrait partir, suggéra-t-elle, sa voix étouffée contre l'épaule de sa mère. On pourrait aller loin, où il ne peut pas nous trouver. Rebecca recula, essuyant les larmes de ses joues alors qu'elle prenait le visage de Mia dans ses mains. Ce n'est pas si simple, ma chérie. James est puissant. Il a des amis partout. Et il a très clairement dit ce qui se passerait si nous essayions de partir. Sa voix s'étrangla. Il essaierait de t'enlever à moi, Mia. Et il pourrait réussir. Mais si nous avions des preuves, insista Mia, pensant à l'enregistreur caché dans Mr. Whisker, auprès de 80 enregistrements qu'il contenait maintenant. Est-ce que ça n'aiderait pas? Une étincelle de quelque chose, curiosité, espoir, peur, brilla dans les yeux de Rebecca. Quel genre de preuve, Mia? Avant que Mia ne puisse répondre, le son distinctif de l'audi de James s'arrêtant dans l'allée les réduisit au silence. Rebecca se leva rapidement, retournant aux légumes comme si leur conversation n'avait jamais eu lieu. « Va te laver les mains pour le dîner, ma chérie, » dit-elle, sa voix de nouveau soigneusement contrôlée. « Et souviens-toi, pas un mot de tout ça à James. Ça ne ferait qu'empirer les choses. » Mia hocha la tête, ramassant Mr. Whisker de la table alors qu'elle glissait hors de la cuisine. En atteignant le couloir, elle entendit sa mère commencer à fredonner, une démonstration forcée de normalité pour quand James entrerait. Le son brisa le cœur de Mia plus que toutes les disputes ou les silences tendus ne l'avaient fait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Mia s'assit dans son sanctuaire de placard avec Mr. Whisker, écoutant des bribes des enregistrements qu'elle avait collectés. La voix de son père semblait résonner dans sa mémoire. Les preuves ne servent pas seulement à prouver que quelque chose s'est passé, Mia chérie. Elles servent à s'assurer que les gens écoutent quand c'est important. La question qui la tourmentait depuis des mois restait, qui écouterait? Qui croirait les preuves d'une fillette de 7 ans contre James Harrington, leader communautaire et homme d'affaires bien-aimé? En réfléchissant à cela, Mia se souvint des mots de Madame Reynolds cet après-midi-là, les preuves aident. Les preuves font écouter les gens, même quand la vérité est difficile à croire. Et puis, le plus important, je crois que les gens qui disent la vérité méritent d'être entendus. Madame Reynolds écouterait. Madame Reynolds la croirait. La réalisation s'imposa à Mia avec le poids d'une décision. Demain était le dernier jour d'école avant les vacances d'hiver, 2 semaines pendant lesquelles elle et sa mère seraient piégées dans la maison avec James, sans répit, sans échappatoire vers la sécurité relative de l'école. Si elle devait agir, ce devait être demain. Mia rangea soigneusement Mr. Whisker et sa précieuse cargaison dans son lit, puis se glissa vers son bureau où elle trouva la carte sur laquelle elle avait travaillé à la récréation. Le plan de leur maison avec des croix indiquant les endroits où les disputes se produisaient généralement, les endroits où le masque de James glissait, où la vérité de leur vie à la maison était mise à nu. Elle ajouta une dernière marque, un cercle autour de sa salle de classe de CE1, et écrivit de son écriture soignée de 7 ans, « Dire la vérité ici ». Le plan était simple, né de la logique désespérée d'un enfant et d'un courage remarquable. Demain, elle donnerait Mr. Whisker à Madame Reynolds. Elle demanderait de l'aide, pas seulement pour elle-même, mais pour sa mère. Elle ferait confiance au fait que les preuves qu'elle avait si soigneusement recueillies seraient suffisantes pour faire écouter quelqu'un, pour briser la façade que James avait construite. Alors que Mia dérivait enfin vers le sommeil, elle murmura à l'ours à côté d'elle, « Demain, Mr. Whisker. Demain, nous racontons notre histoire. » Le poids de la décision aurait dû être trop lourd pour les épaules d'une fillette de 7 ans, mais Mia Parker, fille d'un chercheur de vérité, gardienne de secrets, portait déjà des fardeaux impossibles depuis des mois. Demain déterminerait si ce poids avait été porté en vain, ou si la vérité que son père avait tant valorisée les libérerait enfin. Le dernier jour avant les vacances d'hiver se leva gris et glacial, avec de lourds nuages bas sur Oak Ridge comme un présage. Mia Parker se réveilla avant son réveil, son petit corps tendu par le poids de la décision qu'elle avait prise. Aujourd'hui serait différent de tous les jours précédents. Aujourd'hui, les secrets que Mr. Whisker avait si fidèlement gardés seraient enfin révélés. Elle s'habilla avec un soin inhabituel, choisissant un jean propre et son pull préféré, un violet foncé avec de petites étoiles argentées que sa mère lui avait offert le Noël dernier, quand les sourires atteignaient encore occasionnellement les yeux de Rebecca. En l'enfilant, Mia s'aperçut dans le miroir.
L'enfant qui la regardait semblait plus âgé d'une certaine manière, l'innocence de cet an cédant déjà la place à quelque chose de plus solennel, de plus averti. « C'est aujourd'hui, Mr. Whisker » murmura-t-elle à l'ours en peluche calé contre son oreiller. « Es-tu prêt ?» Les yeux en bouton dépareillés de l'ours semblaient la regarder fixement, l'un solidement attaché, l'autre pendant légèrement, un peu comme Mia elle-même, partiellement ancrée à l'enfance tandis qu'une autre partie se balançait précairement au-dessus de la compréhension adulte. Mia inspecta soigneusement la couture le long du dos de Mr. Whisker, s'assurant qu'elle était assez sûre pour protéger l'enregistreur et le numéro de téléphone de Madame Carter, mais assez lâche pour que Madame Reynolds puisse y accéder. Satisfaite, elle glissa l'ours dans son sac à dos, le positionnant de sorte que seule sa tête dépasse, ses yeux de verre observant le monde par-dessus son épaule. En bas, la cuisine était remplie d'un calme contre nature. Rebecca se tenait devant la cuisinière, retournant mécaniquement des crêpes que personne n'apprécierait. James était assis à l'îlot, faisant défiler des emails sur son téléphone, donnant occasionnellement des directives sur la journée à venir. « Je serai en retard ce soir », annonça-t-il sans lever les yeux. La commission de zonage vote sur le projet Riverside. Je dois être là pour répondre aux dernières préoccupations. Bien sûr, répondit Rebecca, sa voix soigneusement neutre alors qu'elle plaçait une assiette de crêpes parfaitement dorée devant lui. Dîner à 20h alors ? N'attendez pas, dit James en piquant une crêpe avec sa fourchette. Je mangerai au club avec Powell et les autres si ça s'éternise. Ce qui me rappelle ? Il leva les yeux, remarquant Mia pour la première fois alors qu'elle hésitait dans l'embrasure de la porte. Ah, la voilà. Entre, Mia. Je parlais justement de ce soir à ta mère. Mia s'approcha de l'îlot de cuisine avec prudence, hyper consciente de la précieuse cargaison dans son sac à dos. Bonjour, dit-elle doucement. J'ai réfléchi, continua James, son ton faussement désinvolte. Tu devrais te joindre à moi à la réunion de la commission ce soir. Ce serait éducatif. Voir la gouvernance civique en action. Mia jeta un coup d'œil à sa mère, détectant l'éclair d'alarme qui traversa le visage de Rebecca avant qu'elle ne le masque. « Est-ce nécessaire, James ?» demanda Rebecca, plaçant une petite pile de crêpes devant Mia. « Ça risque de finir très tard, et c'est le premier soir des vacances. » L'expression de James se durcit presque imperceptiblement. « Je crois être capable de déterminer ce qui est le mieux pour le développement de Mia, Rebecca. D'ailleurs, son sourire revint, froid et calculateur, il est important que les commissaires voient que je suis un homme de famille. Le beau-père dévoué investissant dans l'éducation civique de sa fille. Mia sentit son estomac se tordre, l'appétit disparaissant. James n'avait jamais montré d'intérêt auparavant à l'inclure dans ses affaires. Ce désir soudain de sa présence semblait de mauvais augure, comme s'il sentait d'une manière ou d'une autre son plan et agissait pour le contrer. Sauf si, bien sûr, ajouta James, son regard passant de Rebecca à Mia, vous aviez d'autres projets pour ce soir. La question flotta dans l'air comme un piège attendant d'être déclenché. Rebecca s'occupa de la pâte à crêpes restante, ses mouvements légèrement trop saccadés pour être désinvoltes. Pas d'autres projets, répondit-elle doucement. Je pensais juste que Mia serait peut-être fatiguée après le dernier jour d'école. Ils ont généralement des fêtes et des activités. Je ne suis pas fatiguée, se surprit à dire Mia, une idée se formant. Mais Madame Reynolds m'a demandé si je pouvais rester après l'école aujourd'hui pour aider à décorer pour la fête de la classe. C'est juste pour 1 heure. Le mensonge émergea entièrement formé, créant l'opportunité dont elle aurait besoin pour parler seule à son enseignante. James considéra cela, ne trouvant apparemment aucune menace dans la demande. Bien. Je passerai te prendre à 16h alors. Nous dînerons avant la réunion. Le soulagement envahit Mia, bien qu'elle prît soin de ne pas le montrer. Merci. James vérifia sa montre et vida sa tasse de café. Je devrais y aller. J'ai un petit déjeuner de travail avec les consultants environnementaux. Il se leva, redressant sa cravate déjà impeccable. Souviens-toi, Mia. 16h pile. Ne me fais pas attendre. Je ne le ferai pas, promit-elle, sachant avec une certitude absolue qu'à 16h, tout aurait changé. James se pencha pour déposer un baiser superficiel sur la joue de Rebecca. Passe une journée productive, ma chère. Peut-être pourrais-tu enfin trier ces boîtes dans le placard de la chambre d'amis ? Nous aurons besoin de cet espace dégagé pour les invités des fêtes. Les boîtes en question contenaient les derniers vestiges du matériel d'art de Rebecca, pinceaux, toiles, les outils créatifs qu'il avait autrefois définis. James suggérait leur retrait depuis des mois,
une autre petit effacement de l'ancienne identité de Rebecca. Bien sûr, hocha la tête Rebecca sans croiser son regard. Je m'en occuperai aujourd'hui. Avec un dernier regard évaluateur autour de son domaine, James partit. Le son de la porte d'entrée se fermant, suivi du ronronnement du moteur de l'Audi, libéra une tension dans la cuisine dont Mia n'avait pas pleinement réalisé l'existence jusqu'à ce qu'elle se dissipe. Les épaules de Rebecca s'affaissèrent légèrement, sa posture soigneusement maintenue cédant à l'épuisement. Elle se tourna vers Mia avec un sourire qui, bien que toujours tendu, contenait une chaleur authentique. « Mange ton petit déjeuner, ma chérie. Tu auras besoin de tes forces pour toutes ces décorations de classe. » Mia prit une petite bouchée de crêpe, bien qu'elle ait un goût de carton dans sa bouche. « Maman, commença-t-elle avec hésitation. Est-ce que je dois vraiment aller à la réunion de James ce soir? Rebecca s'affaira à nettoyer la plaque de cuisson, le dos tourné à Mia. J'ai bien peur que oui, ma chérie. Quand James se met quelque chose en tête? Elle laissa la phrase en suspens, les implications claires même pour une fillette de 7 ans. Mia fixa le dos de sa mère, notant la façon prudente dont elle se tenait pour éviter d'aggraver ce qui était probablement de nouvelles ecchymoses sous son pull. À cet instant, sa résolution se durcit. Aujourd'hui devait être le jour. Il n'y aurait pas d'autre opportunité. « Maman », dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Et s'il y avait un moyen d'empêcher James de te faire du mal ?» Rebecca devint très immobile, ses mains figées au-dessus de l'évier. Lentement, elle se tourna pour faire face à sa fille, son expression un mélange complexe de peur, de honte et d'autre chose, quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, rapidement réprimé. « Mia », dit-elle prudemment. « Nous avons parlé de ça. C'est compliqué, et ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Mon travail est de te protéger, pas l'inverse. » « Mais si je pouvais aider » persista Mia. « Si j'avais des preuves ?» Rebecca traversa la cuisine en 2 rapides enjambées, s'agenouillant devant la chaise de Mia avec une urgence inattendue. « Qu'est-ce que tu veux dire par preuve, Mia? Que tu fais ?» Il y avait une vraie peur dans les yeux de sa mère maintenant, non pas pour elle-même, mais pour Mia. Cela fit hésiter Mia, le doute s'insinuant pour la première fois. Et si son plan mettait sa mère en plus grand danger? Et si James se vengeait avant que l'aide ne puisse arriver? Rien, encore, répondit-elle sincèrement. Mais j'ai recueilli des choses. Comme papa m'a appris. La reconnaissance se fit jour dans les yeux de Rebecca, suivie d'un éclair de son ancien moi, la femme intelligente et perspicace qui avait rivalisé d'esprit avec David Parker. Recueilli, quoi exactement? Mia jeta un coup d'œil vers le couloir, vérifiant instinctivement la présence de James bien qu'elle sût qu'il était parti. Des enregistrements, murmura-t-elle. Dans Mr. Whisker. J'ai trouvé le vieil enregistreur de papa dans la boîte du grenier. J'ai enregistré quand James se met en colère. Quand il dit ces choses. Quand il... Elle ne put finir, ne put nommer la violence dont elle avait été témoin. Le visage de Rebecca perdit sa couleur. « Oh, Mia » souffla-t-elle, une main se levant pour couvrir sa bouche. « Depuis combien de temps fais-tu ça ?»« Depuis septembre » admit Mia. « J'ai 83 enregistrements maintenant. » Rebecca ferma brièvement les yeux, absorbant cette information. Quand elle les rouvrit, des larmes brillaient mais ne coulaient pas. « Ma courageuse, ma brillante fille » murmura-t-elle en attirant Mia dans une étreinte serrée. « Tu es tellement la fille de ton père. » Mia s'accrocha à sa mère, inhalant l'odeur familière de vanille et de café qui avait été son réconfort constant depuis l'enfance. « Je vais donner les enregistrements à Madame Reynolds aujourd'hui » confessa-t-elle contre l'épaule de Rebecca. Elle a dit qu'elle écouterait si j'avais besoin de lui dire quelque chose d'important. Rebecca se raidit, reculant pour regarder sa fille dans les yeux. « Mia, ça pourrait être dangereux. James a très clairement dit ce qui se passerait si tu essayais de partir, » compléta Mia. « Mais ce ne serait pas toi, maman. Ce serait moi. Et Madame Reynolds. Les adultes écoutent les enseignants, non? Ils sont, comment papa appelait ça? Des déclarants obligatoires? » Une série complexe d'émotions traversa le visage de Rebecca alors qu'elle reconnaissait non seulement le terme mais ses implications. David avait en effet bien enseigné à leur fille. « Oui » dit-elle lentement. « Ce sont des déclarants obligatoires. Requis par la loi de signaler les abus présumés. » Elle écarta une mèche de cheveux du visage de Mia, l'étudiant avec de nouveaux yeux, non seulement comme son enfant mais comme une sauveuse potentielle. « Tu as très soigneusement réfléchi à tout ça, n'est-ce pas ?» Mia hocha la tête solennellement. «
Je devais attendre d'avoir assez de preuves. Papa disait toujours qu'un enregistrement pouvait être une erreur, mais qu'un schéma raconte la vérité. Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Rebecca à cet écho des principes journalistiques de David. Il serait si fier de toi, Mia. Tellement fier. Le sourire s'effaça, remplacé par l'inquiétude. Mais James passe te prendre à 16 heures. Si tu donnes les enregistrements à Madame Reynolds aujourd'hui, que se passe-t-il quand il arrive à l'école et que tu as mis ça en branle? C'était la seule faille dans le plan de Mia, le danger qu'elle n'avait pas pu résoudre. Je ne sais pas, admit-elle. Mais je ne peux plus attendre, maman. Ça empire. Et pendant les vacances, nous serons à la maison tout le temps, et il n'y aura personne à qui le dire, et... Chut, l'apaisa Rebecca, sa décision se formant visiblement. Tu as raison. Ça doit être aujourd'hui. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, puis de nouveau à Mia avec une détermination retrouvée. Voici ce que nous allons faire. Tu donnes les enregistrements à Madame Reynolds comme prévu. Mais je vais appeler l'école à 15h30 et leur dire que je passe te prendre à la place de James. Je dirai qu'il a eu un changement de réunion. Mais James ne sera-t-il pas en colère quand il se présentera et que nous ne serons pas là? L'expression de Rebecca se durcit avec une résolution que Mia n'avait pas vue depuis des années. Il ne nous trouvera pas. Une fois que je t'aurai, nous irons directement chez Diane Carter. Elle a un chalet dans le nord de l'État que James ne connaît pas. Nous pourrons y rester pendant que les autorités s'occupent des preuves. On part vraiment? Demanda Mia, osant à peine y croire. Aujourd'hui? Aujourd'hui, confirma Rebecca en serrant les mains de Mia. Mais tu dois me promettre quelque chose, Mia. Si quelque chose tourne mal, si James comprend d'une manière ou d'une autre ce qui se passe, s'il vient à l'école plus tôt, si quoi que ce soit ne se passe pas comme prévu, tu restes avec Madame Reynolds. Tu ne pars pas avec lui, quoi qu'il dise. Promets-le-moi. Je promets, murmura Mia, le poids de la journée à venir s'installant sur elle comme un manteau. Rebecca jeta de nouveau un coup d'œil à l'horloge. Nous devons partir pour l'école maintenant, sinon tu seras en retard. Souviens-toi, agis normalement. Ne donne aucune raison à James de soupçonner quoi que ce soit s'il appelle pour prendre de nos nouvelles. Alors qu'elle rassemblait leurs affaires, Rebecca bougeait avec une nouvelle énergie, un sens du but qui lui avait fait défaut depuis trop longtemps. À la porte d'entrée, elle s'agenouilla une fois de plus pour regarder Mia droit dans les yeux. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi que je t'aime plus que tout au monde. Et que ton père serait tellement fier de la personne courageuse que tu es devenue. Mia hocha la tête, retenant ses larmes. Je t'aime aussi, maman. La marche vers l'école fut silencieuse, toutes deux perdues dans leurs pensées sur ce qui les attendait. Aux grilles de l'école, Rebecca serra Mia férocement dans ses bras, murmurant un dernier « Sois courageuse » avant de la relâcher. Mia regarda sa mère s'éloigner, notant comment la colonne vertébrale de Rebecca se redressait à chaque pas, comme si elle récupérait quelque chose de longtemps abandonné. Puis elle se tourna vers le bâtiment de l'école, Mr. Whisker en sécurité dans son sac à dos, et fit le premier pas pour changer leur vie à jamais. La journée d'école passa dans un flou angoissant d'activités de vacances et de gaieté forcée. Madame Reynolds avait transformé la salle de classe en un pays des merveilles hivernales, avec des flocons de neige en papier suspendus au plafond et un petit arbre orné de décorations que les enfants avaient fabriquées. En toute autre circonstance, Mia aurait été enchantée. Aujourd'hui, elle pouvait à peine se concentrer sur les travaux manuels et les jeux, son esprit fixé sur le moment où les autres enfants partiraient et où elle pourrait enfin dire sa vérité. Enfin, la dernière cloche sonna. Les enfants jaillirent de leur siège, rassemblant sacs à dos et cadeaux faits main, bavardant avec excitation de leurs projets pour les vacances. Mia resta à son bureau, rangeant soigneusement ses fournitures, attendant que la salle de classe se vide. Madame Reynolds se déplaçait parmi les élèves, offrant des vœux de vacances et acceptant de petits cadeaux et cartes avec une appréciation sincère. Mia la regardait, se demandant si l'enseignante avait la moindre idée du fardeau qu'elle était sur le point de lui imposer. Alors que le dernier élève partait avec un joyeux Noël, Madame Reynolds, la salle de classe tomba dans un calme relatif, ponctué uniquement par les bruits lointains des bus qui chargeaient et des enfants s'appelant les uns les autres à travers la cour de récréation. Madame Reynolds se tourna pour trouver Mia toujours assise, Mr. Whisker maintenant soigneusement posé sur le bureau devant elle. « Mia ?» L'enseignante s'approcha avec un doux sourire. « Tu n'es pas excitée que les vacances commencent ? Je pensais que tu sortirais en courant avec les autres. » Mia leva les yeux, rencontrant le regard aimable de Madame Reynolds directement, peut-être pour la première fois depuis des mois. « J'ai besoin de vous dire quelque chose d'important, »
dit-elle, sa voix petite mais stable. À propos de ma maman. Et de James. Quelque chose dans son ton fit s'effacer le sourire de Madame Reynolds, remplacé par une attention concentrée. Elle tira une chaise à côté du bureau de Mia et s'assit, créant un espace d'intimité et d'égalité entre elles. « Je t'écoute, Mia », dit-elle simplement. Mia prit une profonde inspiration, puis poussa soigneusement Mr. Whisker vers son enseignante. « S'il vous plaît, aidez ma maman », murmura-t-elle, les mots qu'elle avait répétés pendant si longtemps enfin prononcés à voix haute. Mr. Whisker connaît les mauvaises choses. Il a l'enregistreur de mon papa à l'intérieur. Madame Reynolds regarda entre l'enfant et l'ours bien usé, la confusion cédant la place à une compréhension naissante. Avec des mains douces, elle prit Mr. Whisker, notant les points grossiers le long de son dos. « Puis-je regarder à l'intérieur » demanda-t-elle, respectueuse à la fois de la signification de l'ours et de l'initiative de Mia dans ce moment. Mia hocha la tête, observant attentivement alors que Madame Reynolds ouvrait soigneusement la couture et découvrait le petit appareil d'enregistrement niché parmi le rembourrage, ainsi qu'un morceau de papier plié. « Qu'est-ce que c'est, Mia » demanda-t-elle en tendant l'enregistreur. « C'était celui de mon père » expliqua Mia, les mots venant plus vite maintenant. « Il était journaliste. Il m'a appris que la vérité a besoin de preuves pour que les gens écoutent. » Elle déglutit difficilement. « J'ai enregistré James quand il fait mal à maman. Quand il la menace. Quand il dit que personne ne la croira si elle essaie de le dire. » Le sang-froid professionnel de Madame Reynolds vacilla juste un instant, ses yeux trahissant le choc puis une colère profonde et contrôlée. Elle examina l'appareil, notant les commandes simples. « Et ça contient des enregistrements, de ton beau-père faisant du mal à ta mère ?» Mia hocha la tête solennellement. 83 de septembre jusqu'à la nuit dernière. L'énormité de ce que cet enfant avait entrepris, des mois de documentation secrète, le poids du témoignage qu'elle avait porté seule, frappa Madame Reynolds avec une force physique. Elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas dans la maison Parker-Harrington, avait remarqué les changements chez Mia et Rebecca, mais l'étendue de ce que Mia révélait maintenant dépassait ce qu'elle avait imaginé. « Mia, dit-elle prudemment. Ce que tu as fait est incroyablement courageux et important. J'ai besoin d'écouter au moins un de ces enregistrements, puis nous devrons appeler des personnes qui peuvent t'aider. Est-ce que ça te va ? » « Oui, murmura Mia. Maman sait. Elle va venir me chercher à 15h30. Nous allons au chalet de Diane Carter pour que James ne puisse pas nous trouver. » Madame Reynolds vérifia sa montre. Il était un peu plus de 15h. « C'est bien, dit-elle, bien que l'inquiétude traversât ses traits. Mais je dois suivre une procédure spécifique lorsqu'un enfant signale des abus. Cela signifie appeler les autorités compétentes immédiatement. »« Comme la police ?» demanda Mia, ses yeux s'écarquillant. « Oui. Et les services de protection de l'enfance ?» confirma doucement Madame Reynolds. « Des personnes dont le travail est de protéger les enfants et leurs parents du danger. » Mia tripota le bord de son pull. « James dit qu'il a des amis à la police et au tribunal des affaires familiales. Il a dit à maman qu'il ne la croirait pas. Qu'il m'emmènerait loin d'elle. » L'expression de Madame Reynolds s'assombrit à cette tactique typique des agresseurs, isoler les victimes en les convainquant que les autorités sont soit corrompues, soit inutiles. « James connaît peut-être des gens, reconnut-elle. Mais le système est conçu pour vous protéger, toi et ta mère, pas lui. Surtout avec des preuves. » Elle leva l'enregistreur. « Puis-je écouter maintenant ?» Mia hocha la tête. Madame Reynolds appuya sur le bouton de lecture. L'appareil prit vie et la voix de James remplit la salle de classe silencieuse, froide, contrôlée et indéniablement menaçante. « Si jamais tu essaies de me quitter, essaie de prendre Mia, essaie de monter quelqu'un contre moi, je te détruirai. Tu comprends ? J'ai des amis au tribunal des affaires familiales, à la police, dans les services de protection de l'enfance. Un mot de moi sur ton instabilité émotionnelle, ton deuil persistant, ton incapacité à fonctionner sans médicaments, et Mia serait placée sous ma garde si vite que ta tête tournerait. » La voix de Rebecca, brisée et suppliante, « Tu ne ferais pas ça. Tu ne la veux même pas. » »« Mais je le ferai. Pas parce que je la veux, mais parce que je sais que ça te détruirait de la perdre. Et si jamais tu me contraries à nouveau, c'est exactement ce qui arrivera. » Madame Reynolds arrêta l'enregistrement, son visage pâle mais résolu. « C'est une preuve très claire, Mia. Personne qui entend ça ne pourrait douter de ce qui se passe chez toi. » Elle attrapa le téléphone de la classe. « Je vais d'abord appeler le principal Moretti, puis nous contacterons les autorités ensemble. »
Pendant que Madame Reynolds composait le numéro, Mia ressentit un étrange mélange de soulagement et de peur. Le secret était sorti maintenant, le fardeau de la vérité transféré sur des épaules adultes. Mais ce qui allait se passer ensuite restait effrayant dans son incertitude. Le principal arriva en quelques minutes, son attitude joviale habituelle remplacée par un professionnalisme sombre alors que Madame Reynolds lui faisait écouter une partie de l'enregistrement, une main de soutien sur l'épaule de Mia. Il confirma ce que Madame Reynolds avait déjà expliqué. « Nous sommes des déclarants obligatoires, Mia, dit-il doucement. Cela signifie que nous sommes tenus par la loi de signaler lorsque nous soupçonnons qu'un enfant est dans une situation dangereuse. Mais plus encore, nous voulons t'aider, toi et ta mère. Ce que tu as fait en recueillant ces preuves était extrêmement courageux et intelligent. » L'heure suivante passa dans un flou d'appels téléphoniques et de conversations calmes. La conseillère scolaire arriva pour s'asseoir avec Mia pendant que Madame Reynolds et le principal Moretti parlaient avec la police et les services de protection de l'enfance. Mia répondit aux questions aussi clairement qu'elle le pouvait, expliquant les enregistrements, le comportement de James qui s'intensifiait, l'évasion planifiée de sa mère cet après-midi-là. À 15h25, Madame Reynolds revint aux côtés de Mia. « Ta mère devrait appeler le bureau très bientôt pour dire qu'elle vient te chercher, expliqua-t-elle. Quand elle arrivera, je l'amènerai ici et nous expliquerons ce qui se passe. La police envoie des agents pour nous rencontrer, et il y aura une assistante sociale pour aider à s'assurer que toi et ta mère restez en sécurité. » Mia hocha la tête, la fatigue commençant à s'installer maintenant que l'adrénaline de sa mission s'estompait. « Et James ? Il est censé venir me chercher à 16h. La police sera là bien avant, l'assura Madame Reynolds. Et l'école est maintenant en protocole sécurisé. Personne n'entre sans être identifié et autorisé. Le téléphone de la classe sonna et le principal Moretti répondit. Après une brève conversation, il se tourna vers eux avec une expression troublée. C'était le secrétariat. Madame Harrington n'a pas appelé et il est presque 15h30. Un filet de malaise s'enroula dans l'estomac de Mia. Elle a promis qu'elle appellerait. Elle allait m'emmener au chalet de Diane Carter. Madame Reynolds et le principal échangèrent des regards inquiets. Peut-être qu'elle est un peu en retard, suggéra Madame Reynolds, bien que son ton manquât de conviction. Ou peut-être qu'elle est déjà en route et prévoit d'expliquer en personne. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur exquise. 15h30 arriva et passa, puis 15h40. L'anxiété de Mia montait à chaque instant. « Quelque chose ne va pas, dit-elle finalement, exprimant ce que les adultes dans la pièce pensaient clairement. Maman n'oublierait pas. Peut-être que James est rentré plus tôt. Peut-être qu'il a compris ce que nous prévoyions. » Madame Reynolds s'agenouilla à côté d'elle. « Mia, sais-tu comment contacter ta mère directement? A-t-elle un téléphone portable? » James le lui a enlevé le mois dernier, expliqua Mia, les larmes menaçant. Il a dit qu'elle passait trop de temps à envoyer des SMS à ses amis artistes. Une autre tactique de contrôle reconnue par tous les adultes présents. Le principal Moretti prit une décision rapide. « J'appelle à nouveau la police. Nous devons les informer de la situation. » Alors qu'il s'éloignait pour passer l'appel, la porte de la classe s'ouvrit et la secrétaire du bureau apparut, son expression tendue. « Il y a un appel pour Mia, dit-elle. De son beau-père. » Le sang de Mia se glaça. À côté d'elle, Madame Reynolds se raidit. « Passez-le dans cette pièce, » ordonna le principal Moretti en revenant vers le groupe. À Madame Reynolds, il ajouta à voix basse, « Gardez Mia près de vous. Je m'en occupe. » Le téléphone de la classe sonna de nouveau, son ordinaire maintenant de mauvais augure. Le principal Moretti répondit, son ton professionnellement neutre. « Ici le principal Moretti. Comment puis-je vous aider, monsieur Harrington ?» Il écouta un moment, son expression s'assombrissant. « Je vois. Puis-je vous demander pourquoi vous appelez plutôt que Madame Harrington ?» Une autre pause. « Oui, Mia est toujours là. Elle a mentionné que vous n'étiez pas censé venir la chercher avant 16h. » Un silence plus long pendant lequel les jointures du principal blanchirent autour du combiné. « Je comprends votre inquiétude, monsieur Harrington, mais conformément à la politique de sécurité de notre école, je devrais parler directement à Madame Harrington avant de confier Mia à qui que ce soit d'autre. » Quoi que James ait dit en réponse fit se crisper la mâchoire du principal Moretti. « Monsieur Harrington, je ne suis pas autorisé à... » Il fut apparemment coupé, écoutant à nouveau avant de répondre avec une autorité ferme. « Comme je l'ai dit, notre politique exige une confirmation directe de Madame Harrington. Si vous souhaitez venir à l'école, nous pourrons en discuter plus avant en personne. »
Il raccrocha, se tournant vers les visages anxieux qui le regardaient. Monsieur Harrington prétend qu'il y a eu une urgence familiale. Il dit que Madame Harrington a été transportée à l'hôpital Hartford Memorial après une chute dans les escaliers, et qu'il est en route pour venir chercher Mia maintenant. Non, murmura Mia, l'horreur l'envahissant. Il l'a entendu. Je sais qu'il l'a fait. Madame Reynolds enroula un bras protecteur autour des épaules de Mia. Qu'a dit la police à propos de leur heure d'arrivée? Les agents devraient être là dans les 10 minutes, répondit le principal Moretti, sombrement. Mais Harrington avait l'air d'être déjà dans sa voiture. Il pourrait arriver plus tôt. Nous devons déplacer Mia quelque part de moins évident que ma salle de classe, décida Madame Reynolds. Et je veux rester avec elle jusqu'à l'arrivée de la police. D'accord, acquiesça le principal. Utilisez la salle de conférence dans l'aile administrative. Je m'assurerai que le secrétariat sait ne pas diriger Harrington vers vous s'il arrive avant la police. Alors qu'il se préparait à déménager, Mia agrippa soudain la main de Madame Reynolds. Mr. Whisker, dit-elle urgemment. On ne peut pas le laisser. Les enregistrements. Ne t'inquiète pas, l'assura Madame Reynolds en récupérant l'ours avec son précieux contenu. Mr. Whisker reste avec nous. La salle de conférence de l'école offrait peu de réconfort, juste une longue table entourée de chaises pour adultes, des murs tapissés de plaques de réussite et d'œuvres d'art d'élèves. Mia s'assit à côté de Madame Reynolds, Mr. Whisker serré fort dans ses bras, alors qu'ils attendaient que la police ou James arrive. Madame Reynolds, dit doucement Mia après plusieurs minutes de silence tendu. Pensez-vous que ma maman est vraiment blessée? L'enseignante mesura soigneusement sa réponse. Je ne sais pas, Mia. Mais si elle l'est, la police s'assurera qu'elle reçoive de l'aide. L'important pour l'instant est de te garder en sécurité. James a menti à propos de l'hôpital, affirma Mia avec une certitude dépassant ses années. Il ment toujours. Mais j'ai peur de ce qui s'est vraiment passé. Avant que Madame Reynolds ne puisse répondre, le principal Moretti entra dans la pièce, le soulagement évident sur son visage. La police est là, annonça-t-il. 2 agents, ainsi que quelqu'un des services de protection de l'enfance. Quelques instants plus tard, une policière entra, suivie de son partenaire masculin et d'une femme en tenue professionnelle portant un dossier. La policière se présenta comme l'agent Chin, s'agenouillant au niveau des yeux de Mia avec une douce autorité. « Bonjour Mia, dit-elle. Je comprends que tu as été très courageuse aujourd'hui, partageant des informations importantes avec ton enseignante. » Mia hocha la tête, serrant toujours Mr. Whisker. « Avez-vous trouvé ma maman? Est-ce qu'elle va bien ?» L'agent Chin échangea des regards avec son partenaire avant de répondre prudemment, « Nous avons des agents qui se rendent chez toi en ce moment même pour vérifier l'état de ta mère, et d'autres alertent les hôpitaux au cas où elle aurait vraiment été admise. Nous en saurons plus très bientôt. » La femme des services de protection de l'enfance se présenta comme Madame Patel, expliquant que son travail était de s'assurer que Mia restait en sécurité pendant que la situation avec sa mère était résolue. « Est-il vrai que tu as des enregistrements de ton beau-père menaçant ta mère ?» demanda doucement l'agent Chin. Madame Reynolds tendit le petit enregistreur récupéré de Mr. Whisker. « Mia documente les abus depuis des mois, expliqua-t-elle. Il y a apparemment 83 enregistrements stockés sur cet appareil. » L'agent Chin accepta l'enregistreur avec un protocole approprié de manipulation des preuves, clairement impressionné par la prévoyance de Mia. « Cela va être incroyablement utile, Mia. Merci d'avoir été si courageuse et intelligente. » Le calme relatif du moment fut brisé par l'entrée précipitée de la secrétaire de l'école. « Monsieur Harrington vient d'arriver, » rapporta-t-elle, tendue. « Il exige de voir Mia immédiatement. Il est assez agité. » L'agent Chin se redressa, son attitude passant de douce à autoritaire. « Timing parfait. Nous souhaitions justement parler à Monsieur Harrington. » La peur saisit le cœur de Mia. « S'il vous plaît, ne le laissez pas m'emmener, » murmura-t-elle en se rétrécissant dans l'étreinte protectrice de Madame Reynolds. « Il ne le fera pas, » l'assura fermement l'agent Chin. « Tu es en sécurité maintenant. » L'agent masculin et le principal Moretti partirent intercepter James, tandis que l'agent Chin et Madame Patel restèrent avec Mia et Madame Reynolds. Les minutes qui suivirent furent tendues d'anticipation, les bruits étouffés de voix élevées pénétrant occasionnellement depuis le bureau principal. Puis la radio de l'agent Chin crépita, « Chin, nous avons une situation en développement. Harrington devient belliqueux. Demandons renfort et sécurisons la mineure. » L'agent Chin répondit immédiatement,
instruisant Madame Reynolds et Madame Patel d'emmener Mia au point le plus éloigné du bureau principal, l'aile de la maternelle à l'arrière du bâtiment scolaire. « Attendez-la jusqu'à ce que je donne le feu vert », ordonna TL, se dirigeant déjà vers la porte. « Enfermez-vous si possible. » Les trois se hâtèrent à travers les couloirs vides de l'école, Mia serrant Mr. Whisker dans une main et la main de Madame Reynolds dans l'autre. Elle venait juste d'atteindre le couloir de la maternelle quand une voix appela derrière elle, une voix qui glaça le sang de Mia. « Mia! Arrête-toi là !» James Harrington se tenait à l'extrémité du couloir, son apparence habituellement impeccable perturbée par un désordre inhabituel. Sa cravate était de travers, ses cheveux normalement parfaitement peignés en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Mais le plus troublant était son expression, un mélange de rage et de calcul que Mia reconnaissait de ses pires moments à la maison. Madame Reynolds poussa immédiatement Mia derrière elle, créant une barrière entre l'enfant et la menace. Madame Patel se plaça à ses côtés, formant un front uni. « Monsieur Harrington », appela fermement Madame Patel. « Je suis Alexandra Patel, des services de protection de l'enfance. J'ai besoin que vous vous arrêtiez et restiez où vous êtes. » James fit un autre pas en avant, son regard fixé sur Mia. « Ma belle-fille et moi partons », déclara-t-il, sa voix portant cette douceur dangereuse que Mia connaissait trop bien. « C'est une affaire de famille qui a été grossièrement mal comprise. »« Monsieur, vous devez retourner au bureau principal », répliqua Madame Patel en sortant son téléphone. « Les policiers veulent vous parler. » Un sourire froid effleura les lèvres de James. « La police n'a aucun motif de me retenir. Je suis ici pour récupérer ma belle-fille parce que sa mère a été blessée. Demandez à Mia, elle sait que je suis attendu. »« Où est ma maman ?» exigea Mia, retrouvant sa voix malgré sa peur. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Quelque chose vacilla dans les yeux de James, surprise, peut-être, face à cette défiance inattendue. « Ta mère a eu un accident, Mia. Comme je l'ai expliqué à ton principal. Elle est tombée dans les escaliers. Les accidents arrivent quand les gens sont négligents. » La menace implicite ne fut perdue pour personne, et Madame Reynolds resserra sa prise sur la main de Mia. « Monsieur Harrington, dit-elle, sa voix d'enseignante projetant avec une autorité inattendue. Nous sommes au courant de la situation chez vous. Mia a fourni des preuves des abus que vous avez infligés à sa mère. » Pendant un instant, le masque de James tomba complètement, une fureur brute tordant ses traits avant qu'il ne reprenne le contrôle. « Des preuves, ricana-t-il, bien qu'un courant sous-jacent d'incertitude fût entré dans sa voix. Qu'est-ce qu'une fillette de 7 ans pourrait bien ? 83 enregistrements. L'interrompit Mia, s'écartant légèrement pour pouvoir le voir directement, tout en gardant Madame Reynolds entre eux. J'ai mis l'enregistreur de papa dans Mr. Whisker. J'ai tout enregistré, James. Chaque fois que tu as fait mal à maman. Chaque menace. Chaque mensonge. » La couleur quitta le visage de James alors que la compréhension se faisait jour, son regard fixé sur l'ours en peluche dans les bras de Mia avec une horreur naissante. Pendant plusieurs secondes, il sembla figé, recalculant, réévaluant sa position. Puis son expression se durcit avec une nouvelle détermination. « Donne-moi cet ours, Mia. Maintenant. » La police a déjà les enregistrements, déclara fermement Madame Reynolds. « C'est fini, Monsieur Harrington. » James fit un autre pas en avant, le désespoir maintenant évident dans ses mouvements. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, » siffla-t-il, son attention entièrement sur Mia maintenant. « Ta mère avait besoin de moi. Tu avais besoin de moi. Et c'est comme ça que tu rembourses tout ce que je t'ai donné. »« Tu ne nous as rien donné d'autre que la peur, » répliqua Mia, une vie de vérité réprimée trouvant enfin sa voix. « Je veux retrouver ma maman. La vraie maman, avant que tu ne lui fasses peur tout le temps. » James se jeta soudainement en avant, tendant la main vers Mia, mais Madame Reynolds et Madame Patel bougèrent à l'unisson, bloquant son chemin. Au même moment, l'agent Chan apparut à l'extrémité du couloir, son arme dégainée. « James Harrington » appela-t-elle vivement. « Arrêtez-vous où vous êtes et mettez vos mains où je peux les voir. Vous êtes en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance de protection. » James se figea, la confusion remplaçant momentanément la rage. « Ordonnance de protection ? De quoi parlez-vous ? Rebecca Parker a déposé une ordonnance de protection d'urgence contre vous ce matin, expliqua l'agent Chin en avançant régulièrement. Lorsque les agents sont arrivés chez vous pour la signifier, ils ont trouvé des preuves d'une lutte et ce qui semble être du sang dans l'escalier. Où est Rebecca Parker, Monsieur Harrington ? Le temps sembla suspendu alors que cette nouvelle information s'enregistrait.
Rebecca avait demandé une protection indépendamment des actions de Mia aujourd'hui. Mère et fille avaient séparément choisi le même jour pour se libérer, aucune n'étant consciente du plan de l'autre. Le visage de James se tordit d'un mélange de rage et d'incrédulité. « Elle n'oserait pas, siffla-t-il. Elle n'a rien sans moi. Rien. Où est ma mère ?» exigea de nouveau Mia, les larmes finissant par se libérer pour couler sur son visage. L'agent Chin les avait maintenant atteints, se positionnant entre James et les autres, son arme toujours pointée sur lui. « Je ne demanderai pas à nouveau, Monsieur Harrington. Où est Rebecca Parker ?» Pendant un moment, il sembla que James pourrait résister davantage, pourrait forcer une confrontation plus violente. Puis, brusquement, le combat sembla le quitter. Ses épaules s'affaissèrent, et un différent type de calcul entra dans ses yeux. « Je ne sais pas où elle est, dit-il, son ton passant à l'innocence blessée. Nous nous sommes disputés ce matin, oui. Elle était hystérique, menaçant de partir, faisant des accusations délirantes. Quand je suis parti travailler, elle était toujours à la maison. Si elle a disparu maintenant, ou s'il y a du sang, peut-être s'est-elle blessée. Elle est instable depuis un certain temps, depuis la mort de David, vraiment. » La performance était sans faille, le mari inquiet remplaçant l'agresseur enragé en un instant. Mais il était trop tard. Trop de témoins avaient vu la vérité sous le masque. Et plus important encore, les preuves que Mia avait recueillies existaient maintenant hors de sa portée. « Monsieur Harrington, placez vos mains derrière votre dos », ordonna fermement l'agent Chin. « Vous êtes en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance de protection et pour suspicion d'agression. » Alors que son partenaire apparaissait à l'autre bout du couloir, James reconnut enfin la futilité de toute résistance supplémentaire. Il se laissa menotter, bien que son regard restât fixé sur Mia avec une intensité qui la fit reculer contre Madame Reynolds. « Ce n'est pas fini, dit-il doucement alors que les agents se préparaient à l'emmener. Personne ne croira un enfant et une femme mentalement instables plutôt que moi. Je serai sorti avant le dîner. » L'agent Chin resserra les menottes avec une précision délibérée. « En fait, Monsieur Harrington, je pense que vous trouverez que 83 enregistrements audio sont des preuves assez convaincantes. Sans parler des preuves sanguines que notre équipe traite en ce moment même chez vous. » Alors que James était emmené, son masque de contrôle s'effritant enfin en une incrédulité stupéfaite, Mia se tourna vers Madame Patel avec une urgence renouvelée. « S'il vous plaît, nous devons trouver ma maman. Elle doit être vraiment blessée s'il y a du sang. » Madame Patel s'agenouilla devant elle, plaçant des mains douces sur les épaules de Mia. « La police a des agents qui la recherchent en ce moment même, Mia. Ils vérifient les hôpitaux, les maisons des amis, partout où elle aurait pu aller si elle a réussi à partir après avoir déposé l'ordonnance de protection. » Diane Carter, suggéra immédiatement Mia. « C'est là qu'elle a dit que nous irions. Elle a un chalet dans le nord de l'État. » Madame Patel hocha immédiatement la tête, relayant cette information via son téléphone. Pendant qu'ils attendaient des nouvelles, Madame Reynolds ramena Mia dans sa salle de classe, créant un sanctuaire tranquille loin de la perturbation qui imprégnait maintenant l'école. L'heure suivante passa dans un flou d'attente anxieuse. Le principal Moretti apporta des collations et du jus, reconnaissant que Mia n'avait probablement pas mangé depuis le matin. Madame Reynolds s'assit à côté de son ancien élève, offrant une réassurance tranquille tandis que Madame Patel coordonnait avec les autorités dans un coin de la pièce. Finalement, Madame Patel s'approcha avec une expression qui laissait présager des nouvelles positives. « Mia, dit-elle doucement. La police a trouvé ta mère. » Mia se redressa, l'espoir et la peur se battant pour la domination. « Est-ce qu'elle va bien? Où est-elle? » « Elle est à l'hôpital Hartford Memorial, expliqua prudemment Madame Patel. « Elle a été blessée lors d'une altercation avec ton beau-père ce matin, mais elle a réussi à se conduire elle-même aux urgences après son départ. L'hôpital a appelé la police lorsqu'ils ont reconnu des signes de violence domestique, ce qui est la procédure standard. »« À quel point est-elle blessée ?» demanda Madame Reynolds, son bras protecteur autour des épaules de Mia. « Elle a une commotion cérébrale, des ecchymoses et a eu besoin de points de suture pour une coupure au front, » répondit Madame Patel, son ton mesuré. « Mais les médecins disent qu'elle est stable et devrait se rétablir complètement. » Elle a demandé après Mia. Le soulagement envahit Mia, si puissant qu'il amena de nouvelles larmes. « Puis-je la voir, s'il vous plaît ? » « C'est pour ça que je suis là, » sourit doucement Madame Patel. « J'ai été autorisée à t'emmener à l'hôpital. Madame Reynolds peut venir aussi si cela te met plus à l'aise. » Mia leva les yeux vers son enseignante avec une supplique silencieuse. Madame Reynolds hocha immédiatement la tête.
Bien sûr, je viendrai si c'est autorisé. Alors qu'elle se préparait à partir, Mia serra fort Mr. Whisker contre sa poitrine. L'ours avait rempli son office de gardien d'épreuve, mais son rôle de consolateur restait essentiel. Mr. Whisker l'a fait, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à Madame Reynolds alors qu'elle marchait vers la voiture de Madame Patel. Il a aidé à sauver maman, comme je l'espérais. Madame Reynolds sourit, ses yeux brillants de larmes non versées. Mr. Whisker a été très courageux, Mia. Mais c'est toi qui as été vraiment courageuse. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as fait pendant des mois, était incroyable. Le trajet jusqu'à l'hôpital Hartford Memorial prit 20 minutes qui parurent des heures à Mia. Madame Patel expliqua ce qui se passerait ensuite, que Mia et sa mère recevraient un soutien des services d'aide aux victimes, qu'un logement temporaire serait organisé pendant le déroulement de la procédure judiciaire, que James resterait probablement en détention compte tenu de la gravité des accusations et des preuves contre lui. Quand elles arrivèrent enfin à l'hôpital, Mia courut pratiquement à travers les couloirs, guidée par Madame Patel vers la chambre où Rebecca attendait. À la porte, elle hésita brièvement, soudain effrayée par ce qu'elle pourrait trouver. Madame Reynolds posa une main rassurante sur son épaule. « C'est bon, Mia. Tu peux entrer. » Prenant une profonde inspiration, Mia entra dans la pièce. Rebecca était allongée dans le lit d'hôpital, un bandage couvrant une partie de son front, son œil gauche entouré d'une ecchymose sombre que le maquillage n'aurait jamais pu dissimuler. Une perfusion reliait son bras à une poche de liquide clair suspendue à côté du lit. Mais malgré ces signes de blessure, le visage de Rebecca se transforma de joie quand elle vit sa fille. « Mia » souffla-t-elle, les bras s'ouvrant pour la recevoir. Mia se précipita en avant, grimpant prudemment sur le bord du lit pour embrasser sa mère. « Maman » sanglota-t-elle, libérant enfin les émotions qu'elle avait contrôlées toute la journée. « J'avais si peur. »« Je sais, ma chérie » murmura Rebecca en caressant les cheveux de Mia avec sa main libre. « Je suis tellement désolée. Mais nous sommes en sécurité maintenant. Toutes les deux. » Elles s'accrochèrent l'une à l'autre pendant plusieurs longs moments avant que Rebecca ne remarque les autres dans l'embrasure de la porte. Son expression s'adoucit davantage à la vue de Madame Reynolds. « Hélène » dit-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Merci d'avoir cru Mia. De nous avoir aidés. » Madame Reynolds s'approcha du lit, son sang-froid professionnel momentanément dépassé. « Rebecca » dit-elle simplement en prenant la main de son ancienne collègue. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir réalisé plus tôt. De ne pas avoir fait quelque chose? Tu as fait exactement ce qu'il fallait, quand cela comptait le plus, l'assura Rebecca. À Madame Patel, elle ajouta, vous tous, vous l'avez fait. » Pendant que les adultes parlaient doucement des prochaines étapes immédiates, Mia resta blottie contre le côté de sa mère, un bras toujours enroulé autour de Mr. Whisker. L'ours avait accompli sa mission, mais son voyage, comme le leur, était loin d'être terminé. « Maman » murmura Mia alors que la conversation continuait autour d'elle. « As-tu vraiment déposé une ordonnance de protection ce matin ?» Rebecca hocha la tête, grimaçant légèrement au mouvement. « Après que tu sois partie pour l'école. Après que tu m'aies parlé des enregistrements. » Elle serra la main de Mia. « Tu m'as donné du courage, ma chérie. Savoir que tu avais été si courageuse, recueillant des preuves tout ce temps, ça m'a fait réaliser que je devais être courageuse aussi. » James est rentré et l'a découvert. Une ombre traversa le visage de Rebecca. Oui. Il était très en colère. Plus que je ne l'avais jamais vu. Quand j'ai essayé de partir, Sa voix vacilla. Eh bien, tu peux voir ce qui s'est passé. Mais tu t'es échappé, dit Mia, la fierté évidente dans sa voix malgré les larmes qui persistaient encore. Tu t'es conduite toi-même à l'hôpital. Je l'ai fait, confirma Rebecca, une pointe de son ancienne force brillant à travers. Une fois qu'il est parti pour sa réunion, j'ai réussi à atteindre la voiture. Je savais que je devais obtenir de l'aide avant qu'il ne réalise ce que j'avais fait. Avant qu'il ne puisse t'atteindre à l'école. Son expression s'assombrit à nouveau. A-t-il essayé de t'emmener? Il est venu à l'école, hocha la tête Mia solennellement. Mais Madame Reynolds et la police m'ont protégé. Et je leur ai donné les enregistrements de Mr. Whisker. Rebecca sourit à travers ses larmes, écartant une mèche de cheveux du visage de Mia avec des doigts tendres. Ton père serait plus que fier de toi, Mia Parker. Et moi aussi. Les semaines qui suivirent furent difficiles mais curatives. James resta en détention, la libération sous caution lui étant refusée en raison des preuves accablantes contre lui et du risque évident de fuite qu'il posait.
Les 83 enregistrements que Mia avait collectés devinrent la pierre angulaire de l'affaire contre lui, complétés par le témoignage de Rebecca, les preuves médicales et les déclarations de ceux qui avaient été témoins de son comportement à l'école. Pendant les premiers jours suivant l'arrestation de James, Mia et Rebecca séjournèrent dans un hôtel fourni par les services d'aide aux victimes. Puis, à l'approche de Noël, Diane Carter leur offrit sa maison d'hôte, un petit cottage confortable derrière sa résidence principale à West Hartford. Là, entourées de la présence bienveillante de Diane et loin de la maison de Maple Lane avec tous ses souvenirs douloureux, elles entamèrent le lent processus de reconstruction de leur vie. Les blessures physiques de Rebecca guérirent progressivement, les ecchymoses s'estompèrent, les points de suture furent retirés et les symptômes persistants de sa commotion cérébrale diminuèrent. Les blessures psychologiques prendraient plus de temps, mais avec des séances de thérapie 3 fois par semaine, elle commença à reconquérir des parts d'elle-même que James avait systématiquement effacées. Elle se remit à peindre, de petites aquarelles au début, puis de plus grandes toiles remplies de couleurs vibrantes qui exprimaient des émotions trop complexes pour les mots. Mia a aussi suivi des séances de thérapie conçues pour l'aider à traiter ce dont elle avait été témoin et le fardeau qu'elle avait porté. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, les cauchemars perturbaient souvent son sommeil, l'envoyant chercher sa mère dans le cottage obscurci, ayant besoin d'être rassurée qu'elles étaient vraiment en sécurité. À travers tout cela, Mr. Whisker resta son compagnon constant, bien que son rôle ait évolué. N'étant plus un gardien de secrets, il devint un symbole de courage et de vérité, un rappel tangible que même les choses les plus petites et les plus douces pouvaient contenir une force inattendue. Alors que février fondait en mars, Rebecca reçut une offre pour enseigner des cours d'art au centre communautaire où travaillait Diane. Ce n'était pas un poste à temps plein, mais c'était un pas en arrière vers la carrière qu'elle avait aimée, une réappropriation d'un but au-delà de la survie. La procédure judiciaire contre James avança avec une précision méthodique. Chaque développement apportait un mélange d'anxiété et de soulagement. Anxiété de devoir revisiter des souvenirs douloureux, soulagement que le système conçu pour les protéger fonctionnait, dans ce cas, comme prévu. Les tentatives de James pour manipuler le récit échouèrent face aux enregistrements de Mia, sa façade soigneusement construite de respectabilité s'effritant au-delà de toute réparation. Par une douce soirée de début avril, Rebecca et Mia étaient assises sur le petit porche de la maison d'hôte, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or. Près de 4 mois s'étaient écoulés depuis le jour à l'école où la vérité avait enfin émergé. 4 mois de guérison, de reconstruction, de redécouverte de la joie dans les petits moments. « J'ai réfléchi », dit Rebecca, ses doigts caressant distraitement les cheveux de Mia alors que l'enfant s'appuyait contre elle. Il serait peut-être temps pour nous de trouver bientôt notre propre logement. Quelque part de nouveau, juste pour nous. Mia considéra cela, l'idée d'un nouveau départ à la fois excitante et intimidante. Pourrions-nous avoir un jardin, comme Madame Abernathy avait sur Maple Lane? Absolument, sourit Rebecca. Avec des tournesols et des mufliers, et tout ce que tu voudrais planter d'autre. Et peut-être, hésita Mia, pourrions-nous avoir un chat? Mr. Whisker aimerait peut-être un ami. Le rire de Rebecca, un son qui avait été absent pendant si longtemps, jaillit naturellement. Je pense que ça pourrait s'arranger. Un jardin, et un chat, et un nouveau départ. Alors que l'obscurité s'installait autour d'elle, apportant avec elle les premières étoiles du soir, Mia tenait Mr. Whisker sur ses genoux, ses doigts traçant les points nets qui avaient réparé sa couture après le retrait de l'enregistreur, des points que Diane l'avait aidé à coudre avec du fil approprié et une vraie aiguille, pas les réparations grossières qu'elle avait réussies en secret des mois auparavant. Mr. Whisker n'a plus besoin de garder de secret, dit-elle, faisant écho aux mots qu'elle avait prononcés cette première nuit après l'arrestation de James. Maintenant, il peut juste être mon ours. Rebecca passa son bras autour des épaules de Mia, la rapprochant. Et nous n'avons plus besoin de garder de secret non plus, acquiesça-t-elle doucement. Nous pouvons juste être nous-mêmes. Ensemble. Alors qu'elles restaient assises dans un silence complice, regardant les étoiles émerger une par une, mère et fille reconnurent la vérité dans ces mots simples. Le voyage à venir ne serait pas sans défi, la guérison suivait rarement un chemin droit ou facile. Mais elles affronteraient tout ce qui viendrait ensemble, avec le courage qui les avait sauvées toutes les deux. Et Mr. Whisker, niché dans les bras de Mia, témoignerait non pas de la peur et des menaces, mais de la renaissance progressive de la joie, des soirées calmes remplies de paix, du doux déploiement d'un avenir reconquis sur les ombres. Car c'était la vérité la plus importante de toutes, que même après l'obscurité, la lumière revient, que les secrets, une fois prononcés, perdent leur pouvoir de nuire, que la guérison, une fois commencée,
continue son travail silencieux, réparant ce qui était brisé avec de nouveaux fils de force, de résilience, d'espoir.